Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Twitch de la Minute Foot pour votre émission, comme tous les lundis, les échos des terrains. Et comme habituellement, je suis avec Nico. Double opération réussite pour toi. L'OM a gagné et plus ton opération à la main qui a été une réussite aussi. Comment tu vas, Nico? Eh T'as ben, aimé ou écoute, je pas? vais bien et mon doigt, on le voit pas bien. Il est là. Ah ouais, il est un peu. Ouais, Mon doigt t'es va devenu bien un aussi. X-Men. Et tout ce que je peux faire, c'est un doigt, mais je vais pas le faire. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Et oui, Comment ça ça va, va bien. Nico? Ta petite semaine foot, comment elle s'est passée? L'OM a gagné en plus, donc normalement tout va bien. Au forceps. Et puis, bah, il s'est passé quand même pas mal de petites choses sympathiques ce week-end. On va Ouais, revenir dessus, évidemment. Mais oui, exactement. plutôt content. Il y a du soleil, les oiseaux chantent. Et voilà. Que dire que demande le peuple? On est aussi avec Manu. Manu, je te demande pas si ton week-end foot s'est bien passé. J'imagine que l'AS Monaco a perdu. Catastrophique. J'ai pas envie de parler de Monaco, j'ai pas envie de parler de Ligue 1. On peut passer tout de suite à la première ligue. Et Mais c'est par contre, parti. Nico, même avec ton doigt, tu peux envoyer ton CV à Monaco pour les cages, hein. C'est pas un problème. J'avoue. C'est ce qu'on s'est dit avec, le Marseillais 13 qui est un gardien aussi. Franchement, on a toutes nos chances, hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi qu'on avait dit mais je digresse. Je peux, Ilan, digresser un peu? Ouais, vas-y, pas de souci. Ouais. On s'était dit avec le Marseillais 13 qu'on allait devenir danois parce qu'on peut remplacer Kasper, Schmeichel dans les cages. Il joue, Michel, cette année? Je sais même pas. Celtic Ah je sais Glasgow. ouais, Ah ouais. Celtic Ah ouais, et Monaco, il y a une place, hein. Ah, il y a même beaucoup de place. Ça fait des années qu'il y en a de la place à Monaco, hein. ouais. Bon, Tu les amis. Monaco avec Rouli dans les buts? Ah, putain. Tu signes ou pas, Manu? Bref. Petit débat d'avant émission, là. Bon, oui, à Monaco, mais non, mais je signe pour n'importe qui, n'importe quel gardien. Même moi, il signe, donc imagine. Juste un gardien, simplement. Et bah, vous savez quoi, la transition est toute trouvée. On va commencer pour parler de ce Brest AS Monaco, victoire 2-1 des Brestois. Monaco qui avait enfin récupéré cette place de deuxième quand on en parlait la semaine dernière, qui leur te... Ça faisait quand même quelques semaines il attendait cette deuxième place. Il l'avait. Ils ont tout de suite perdu. Manu, on commence par toi, parce que tu nous parles un peu de cet échec de l'AS Monaco en terre brestoise. Non, Monaco n'a pas fait un bon match. Mais même sans faire un bon match, c'était un partout à la 94e. Le problème, c'est que tu prends deux buts, et les deux buts, le premier, c'est un contre son camp du gardien de Cône, et le deuxième, il faut vraiment. J'ai rarement vu ça, quoi. Le ballon, un ballon qui passe sous le bras au sol d'un gardien, c'est du jamais vu. Tu te dis que même si tu mets un défenseur, il va mettre le pied, quoi, au moins, tu vois, il va avoir un réflexe. Monaco n'a pas fait un bon match, parce que Mbolo a été très très peu utile devant, et quand Mbolo n'est pas utile, ben Biret à côté, il n'a pas d'espace, il n'a pas de ballon. Il y a eu trop peu d'occasions par rapport à d'habitude. Et puis Brest fait un bon match aussi. Brest, c'est mieux, Mhm. c'est très bien. Ils sont sortis de la Ligue des Champions. Moi, ça me fait penser à l'équipe de l'année dernière qui avait terminé troisième. Alors, ils ne termineront pas troisième cette année, mais les ingrédients et le contenu, ben, il est très bien depuis quelques matchs et depuis la sortie de la Ligue des Champions. Ils prennent beaucoup de points, c'est des bons matchs. Donc, au final, ben, un Monaco moyen et un bon Brest. Ça a donné un partout. Ça aurait pu, honnêtement, ça aurait dû faire un partout. Voilà, le problème, c'est que tu n'as pas de gardien, quoi. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que Strasbourg a un excellent gardien, Marseille a un bon gardien, Lyon a un bon gardien, Lille a un bon gardien, et Monaco n'a pas de gardien, quoi. Donc c'est un vrai problème. Montpellier a un bon gardien. À Montpellier, ouais, Montpellier, c'est Oula. peut-être la seule chose qui joue un gardien, et encore. Mais non, mais dans la course au tableau, c'est vraiment le seul handicap de Monaco. Et ce week-end, c'est ça qui plombe tout. Ça a tout le temps alterné entre Majeki et Kon. Le problème, c'est que tu alternes entre deux gardiens très moyens, bah, t'as des difficultés tout le temps, quoi. Donc, mais c'est le cas avant, c'était le cas avec Nubel aussi. Il y a un vrai problème à ce poste-là. Celui qui s'occupe des gardiens à Monaco, il a une vision du poste où il devrait faire ses équipes lui-même et pas les imposer à un club professionnel parce que c'est catastrophique. Il peut faire des équipes sur les ordinateurs, sur Football Manager, sur FIFA, mais qu'il n'impose pas ses gardiens à un club parce que c'est catastrophique. Les trois derniers gardiens de l'AS Monaco sont catastrophiques. Donc, au final, ben voilà, une victoire de Brest. Frustrant pour Monaco, mais en même temps, c'est pas. Voilà, la lutte va continuer. Monaco est à la lutte. C'est pas assez fort pour sécuriser la deuxième place,
ni la troisième d'ailleurs. Donc la lutte va continuer. Nico, est-ce qu'un Monaco podium, est-ce que tu y crois ou est-ce que, comme a dit Manu, il manque trop de choses à cette équipe-là pour accrocher un podium? On rappelle que Monaco est pour le moment troisième, hein. Bah, c'est un problème, enfin, le problème est soulevé par tout le monde. Quand tu as, excuse-moi du terme, un con qui déconne, et un Maïeki, bah, en fait, je trouve que Maïeki, déjà, devrait être plus titulaire que Con. D'ailleurs, moi, je dis Keun, mais bon, chacun le dit comme il veut, son nom. Euh, Maïeki, je trouve qu'il est plus rassurant, Hmm. d'autant plus que quand il a commencé la saison, c'était Maïeki titulaire, et je le trouvais franchement bon dans les buts. Euh, il a fait des erreurs, Maïeki, hein, je dis pas, hein. Mais d'un point de vue, enfin, je suis un peu embêté avec cette histoire de gardien de l'ASM. Parce que pour moi, je t'en ai parlé, Manu, il faut aussi que le coach ben, donne de la confiance. Parce que c'est un poste particulier, le poste de gardien de but. Si tu changes tous les 4 matins de goal, franchement, je ne suis pas fan du tout d'un coach qui change comme ça. Non, mais ça, c'est totalement vrai, tu as totalement raison. Le problème, c'est que pour avoir ça, tu dois avoir un gardien avec qui tu es content et tu vois, et que tu as envie de garder. Donnarumma, quand il n'était pas bon, moi, je savais que c'était potentiellement un très bon gardien euh, qui pouvait faire des bons matchs et que le fait qu'il donne des buts, c'était temporaire. Là, aujourd'hui, à Monaco, il n'y a aucun gardien que j'ai envie d'installer au poste de numéro un, tout simplement. Majiki, il est sorti après le match contre le PSG où Monaco en prend 4, où il est fautif sur 2 des 4 buts. Mais oui, aujourd'hui, tu as raison, Majeki est supérieur à Con, certainement. Mais l'un ou l'autre, de toute façon, tu vas avoir des matchs où ils vont te coûter 1 ou 2 buts. Donc il faut absolument que ça soit travaillé cet été. Je suis moins catégorique, mais ça, c'est juste ma vision du poste de gardien. Qu'il fasse des erreurs, c'est une chose, mais après, je pense que Maïeki, surtout en début de saison, t'a rapporté des points en fait. Mais voilà, après, on va pas refaire le match, hein. Encore une fois, je pense que ça aurait dû être Maïeki titulaire indiscutable. Et voilà, après, c'est un choix de coach, il est ce qu'il est. Sûrement que, comme tu le dis si bien, Maïeki n'a pas la possibilité de s'installer durablement à ce poste pour différentes raisons. Mais pour en revenir à ce choc de la deuxième à la cinquième, je crois, ou même sixième, je sais plus. Il y a 5 points d'écart, je sais plus. Je me demande même si c'est pas la septième. Entre la deuxième et la septième place, s'il n'y a pas Oui, 5 points septième C'est d'écart. place. ça, entre la deuxième et la septième place, du coup, il y a Donc ça veut Marseille, dire que Monaco, Strasbourg, Lyon, voilà. Nice et Lille. Donc ça veut dire que rien n'est fait entre la deuxième et la septième. Donc parce que 5 points, même si je vais en parler tout à l'heure avec l'OM, c'est quand même 5 points. 5 points, c'est quand même quelque chose. Mais fondamentalement, ben, personne ne peut dire, ce qui va se passer, et quel va être, le classement à partir de cette deuxième à la septième. Au vu de la saison, moi je pense que, le 2e, 3 ça va se batailler entre l'OM et l'ASM. Après, je verrais bien, le problème c'est qu'il y a Strasbourg et tant T'es en que, train de, t'es en train de Petrovic, il spoil la est question tellement que j'allais fort. poser, mais Ouais, je suis désolé, pas de j'anticipe. souci, vas-y. Mais il est trop fort, Petrovic, en ce moment. Et puis, quand tu as des joueurs comme Bakwa ou Emega qui marchent sur l'eau, enfin, ils ont enchaîné victoire sur victoire. Alors, parfois, c'est étriqué, mais c'est victoire quand même. D'ailleurs, je ne sais pas si on va parler de ce qui s'est passé ce week-end, mais waouh, il s'est passé des choses. Et à partir de là, moi, je pense que ça peut être un trouble fait Strasbourg, sauf que ils ont quand même un calendrier qui est chargé pour les 6 derniers matchs, c'est ça? Ouais, il reste 6 matchs. Il me semble. Non, il en reste 6, c'est ça, oui, 6. Ouais. Pour les 6 derniers matchs, il y a quand même du lourd. Quoi qu'on en dise, le PSG, ils vont rester invaincus, ils vont vouloir rester invaincus en fait. Même s'il y aura potentiellement une équipe bis en fonction des résultats à Coupe d'Europe. Je pense que tant qu'ils seront invaincus, ils vont vouloir continuer. Donc on verra bien ce qui se passe. Puis voilà, ça dépend du calendrier.
Alors, excuse-moi, j'anticipe encore un peu, mais le fait que, là, entre guillemets, il y a, ces 5 points qu'il y a entre l'OM et le LOSC, c'est une très bonne chose. Parce que le LOSC a un calendrier qui est le plus favorable sur tous ceux qui sont dans la course et d'avoir un «matelas» entre guillemets et d'autant plus qu'il va y avoir, un match entre l'OM et le LOSC, c'est, un joker en fait, d'avoir ce matelas de 5 points entre, l'OM et le LOSC. Ouais, bah, t'as totalement devancé la question, du coup, Manu, je te la posais à toi. Quel est ton top 5 sur cette fin de saison? Paris, forcément premier. Mais après, le reste, voilà, c'est vrai que c'est assez serré. Comme l'a dit Nico, entre le deuxième et le septième, il n'y a que 5 points. Donc Lille peut même jouer la deuxième place. Honnêtement, c'est peut-être une fin de championnat assez folle, assez excitante. Toi, qu'est-ce que tu vois pour ce top 5, voire top 6, si tu veux un peu élargir? Moi, je vais rester sur ce que j'avais dit. Je vois Monaco et OM deuxième et troisième. Alors peut-être OM et Monaco, certainement. Ça va dépendre du match la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y a Monaco-Marseille. Mais top 3, je vois Monaco et Marseille. Je reste là-dessus. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Ça peut évidemment être totalement différent, mais je pense quand même ces équipes un petit peu mieux armées. Et puis ensuite, 4 et 5, je reste sur Lille et Lyon. Parce que Nice, Ok. pour moi, ils sont un petit peu décrochés, ils ont moins d'atouts, ils arrivent pas à enchaîner. Et Strasbourg, j'ai du mal à les voir vraiment aussi forts sur les 6 derniers matchs que ça a été le cas sur les 2 derniers mois. Donc moi, je reste sur Monaco, OM, Lille et Lyon. Voilà. Ok, bah comme tu as dit Nicolas, on va passer du coup à l'OM, l'OM qui la semaine prochaine se déplace face à Monaco, mais qui en attendant s'est imposé 3 buts à 2 face à Toulouse. Les Marseillais étaient sur 3 défaites d'affilée. C'est une défaite qui peut rassurer, oui et non. Toi Nico, en tant que supporter marseillais, comment tu as ressenti ce match? Est-ce que, peut-être le mot rassuré est peut-être trop fort, mais est-ce que ça t'a remis en confiance pour ce sprint final? Non, parce que je m'attendais pas à grand-chose de ce match-là. Tout ce que je demandais, c'est les 3 points parce que, il fallait arrêter cette spirale négative et que, entre guillemets, «les joueurs aussi soient réceptifs aux coups de gueule» du coach, mais pas que. Je pense que, au-delà de De Zerbi, il y a dû y avoir aussi, du Benatia et du Longoria et du Ravanelli, du McCourt. Bref, il y avait tout le monde au Vélodrome. Donc, il se devait de faire un match de patron. Il y en a qu'un seul qui l'a fait, c'est Rabiot, quoi. Les autres, en dessous, même si, on peut aussi parler, du coup d'éclat de Greenwood. Donc, Hmm. on va en parler, mais, oui, moi tout ce que j'attendais de ce match-là, et puis de toute façon, tu sais que voilà, encore une fois, le coach il jongle avec les absences en défense et Cornelius, Kondo, bah, tu sais que ça va être compliqué, quoi. Donc, voilà, il fait avec, ce qu'il a. Oh, fort heureusement, Murillo est revenu, donc voilà, ça a pu compenser. Mais non, j'en attendais vraiment rien de ce match d'un point de vue, RDZ Ball, on va dire. C'est pas maintenant pour moi. Le RDZ Ball, on le verra plus tard. Toi Manu, en tant que supporter monégasque, comment tu sens le match qui arrive la semaine prochaine entre Monaco et l'OM? C'est vrai que Monaco, c'est un peu compliqué en ce moment. Marseille s'enlève le match d'hier. C'est vrai que c'était assez catastrophique aussi. Comment tu sens ce match? Est-ce que tu vois une équipe favorite se dégager? Ou est-ce que tu vois vraiment un match serré? C'est vrai qu'on a l'habitude que les Monaco OM soient très souvent des matchs incroyables. Comment tu ressens ce match? Est-ce que Monaco ou Marseille peut se détacher sur ce classement? Voilà, le match de l'OM d'hier ne m'a pas rassuré en vue du Monaco Marseille la semaine prochaine pour l'OM. Moi, je pense que Monaco aujourd'hui, surtout à domicile, peut faire très mal à l'OM. C'est différent du match aller où l'OM avait gagné sur un penalty logique sur une main de Mawissa. Euh, Aujourd'hui, je trouve que l'OM n'est pas aussi fort que c'était le cas au match aller. Donc Monaco à domicile, pour moi, est favori et je pense que Monaco va gagner ce match. Après, ça va être très serré, ça va être très compliqué, mais très honnêtement, le match d'hier ne m'a pas rassuré pour l'OM. Ce qui m'a rassuré, c'est Greenwood et Rabiot, mais ça, c'est pas tellement une interrogation. À Marseille, il y a des individualités qui sont très supérieures à la moyenne, et Greenwood et Rabiot l'ont montré. Mais dans le jeu, être aussi fébrile défensivement et dans la construction du jeu
dépendre autant de tes individualités, moi, ça m'inquiète un petit peu pour l'OM. Donc, je pense que Monaco va gagner ce match. Je pense qu'ils vont être revanchards après le match perdu à Brest. Et si un gardien ne donne pas de but, je pense que Monaco est un petit peu, mais légèrement supérieur à Marseille actuellement. Mais c'est pas une certitude et ça va être très serré et c'est intéressant. Mais le match de l'OM hier, il m'a pas rassuré moi personnellement. Parce que le fait que Greenwood puisse mettre une frappe de son mauvais pied de 25 mètres, que Rabiot puisse mettre une reprise de volée, ça je le sais. Le problème, c'est qu'il y a quasiment que ça. Parce que le premier but, c'est un ciseau du défenseur contre son camp. Alors oui, Rabiot est précieux aussi, mais dans le jeu, j'ai pas vu Toulouse en difficulté. J'ai même vu Toulouse qui a poussé l'OM en difficulté avec les espaces dans le dos de l'OM, qui a eu beaucoup d'occasions. Je trouve le 3-2 un petit peu généreux. Donc ça m'a pas rassuré. L'OM s'impose parce qu'il y a des joueurs supérieurs à Toulouse, mais les individualités supérieures, elles sont aussi à Monaco. Des joueurs comme Akliouche, comme Biret, comme Mbolo, comme Ben Seguir, ils peuvent faire très mal. Donc moi, pour répondre à ta question, je vois plutôt Monaco la semaine prochaine. Ok, Nico, toi, comment tu sens l'OM la semaine prochaine? Je sens un match très compliqué pour l'OM. Je sais que sur les compartiments du jeu, il y a plus, comment dirais-je, de choses qui sont travaillées, qui sont déjà intégrées dans le collectif de l'ASM. On a encore une défense en chantier. Le milieu, soi-disant, c'était le meilleur milieu de Ligue 1. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et en attaque, il faut, euh, il faut des coups d'éclat pour marquer des buts. Super. Si c'est Rabiot qui doit tenir l'équipe à bout de bras, c'est pas possible à un moment donné. Donc, écoute, pour l'instant, à moins vraiment d'un miracle, je vois pas l'OM repartir avec les 3 points en fait, Ok. malheureusement. Ok, ok, bah c'est vrai que tous les deux, du coup, vous êtes à peu près du même avis, comme quoi l'OM ne s'imposera pas. Mais en attendant ce match qui va compter énormément pour ce top 5, on a eu aussi d'autres matchs. On a notamment Nice qui s'est incliné 2-1 face à Nantes. Nantes, le maintien, ça a l'air pratiquement acquis, on est d'accord? Si Oui, quelqu'un peut-être euh, réagir là-dessus, mais je pense que Nantes, honnêtement, c'était qu'une formalité sur ces derniers matchs. Et là, ils nous ont sorti un match qui prouve qu'ils vont normalement se maintenir cette saison en Ligue 1, quoi. bah, je te laisse la parole après Manu. C'est surtout que, en fait, c'est un peu comme l'histoire du titre pour le PSG. Tu as les équipes du dessous qui sont pas hyper efficaces en fait. Donc c'est aussi ça quoi. À part des coups d'éclat du hack notamment. Mm. Après le reste, bon, c'est reparti dans les travers du côté d'Angers. MHSC, j'en parle même pas. Donc bon, après, il nous reste quoi là? Qui c'est qui est les barragistes en ce moment? Alors attends, j'ai le classement sous Reims, les Reims, yeux. ça y est. Ah Le oui, Havre est Reims. passé devant Reims. Le Havre est passé devant Reims. Donc c'est Saint-Étienne et Montpellier qui descendent. Ah oui, il y a Reims Saint-Étienne aussi, hein. barragiste et Le Havre devant. Et après le Havre et Angers Saint-Étienne, qui sont qu'à un point de la 16e place. Saint-Étienne, ça me ferait vraiment mal pour toute l'histoire du club que ça redescende en fait. Voilà, ça s'en va et ça revient, mais disons que ouais, je pense que ça, oui, pour moi, de toute façon, pour moi, Nantes, c'est quasiment acquis, hein, donc c'est surtout les autres en dessous, va falloir batailler ferme en fait. Ouais, Nantes qui est à 4 points de la 16e place occupée par Reims. C'est la question un peu que j'allais vous poser. On va peut-être commencer par toi, Manu. Tes pronostics pour la 17e et 16e place, c'est vrai que ça se joue notamment entre Saint-Étienne, Reims, Le Havre et Angers. Toi, qu'est-ce que tu pronostiques un peu qui va descendre et qui va se sauver? Nantes va se maintenir, ça je le pense depuis le début. Nantes, si c'est un club qui est performant, c'est un club qui a un meilleur effectif que Toulouse, hein. Donc c'est un club qui doit être 10e normalement, minimum. Euh, En tout cas entre la 12e et la 7e place, et la 8e place. Euh,
ils ont des individualités qui permettent de se maintenir. Leur victoire à Nice, elle le montre. Donc Nantes va se maintenir. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non, mais en tout cas, ils vont se maintenir. Comme Rennes, heureusement que Rennes se maintient parce qu'ils ont des individualités, des joueurs qui permettent au moins ça, même avec un contenu atroce. Le contenu à Nantes, il n'est pas bon, mais bon, il y a des joueurs qui permettent ça. Donc Nantes va se maintenir. Et ensuite, oui, c'est la bataille Angers, euh, Le Havre, Reims, Saint-Étienne. Parce que Montpellier va descendre, ça c'est sûr. Donc moi, je vois toujours Saint-Étienne, Le Havre dans les deux dernières positions avec Montpellier. Le Havre va beaucoup mieux quand même parce qu'ils marquent beaucoup plus de buts, ils arrivent à prendre des points. Mais je me dis que Reims a des individualités un petit peu comme Nantes. Des joueurs comme Nakamura, comme Ito, comme Diacon, comme Diakité, comme Atangana, des joueurs que les autres équipes du bas de tableau n'ont pas. Saint-Étienne a trois joueurs, quoi. Et trois joueurs qui ne sont pas à ce niveau-là. Stassin qui est très bon, mais à part Bouchoirie et Equat, et peut-être Dajutashvili, mais c'est pas le même niveau d'individualité. Reims a comme des individualités supérieures, donc je pense qu'ils vont se maintenir. Angers, c'est assez inquiétant parce qu'ils n'étaient pas loin de se maintenir et ils prennent plus un point. Donc pour moi, ça va être quand même Saint-Étienne et Le Havre dans le bas de tableau. Mais c'est très très serré. C'est comme la lutte à l'Europe. C'est extrêmement serré. Il y a des matchs extrêmement importants le week-end prochain pour le bas de tableau. On va voir après ça. Mais pour moi, Saint-Étienne et Le Havre qui sont avec Montpellier. Après, qui est barragiste? Au début, je pensais que Saint-Étienne serait barragiste et Le Havre en descente directe. Mais sur les dernières semaines, c'est l'inverse. C'est Le Havre barragiste et Saint-Étienne en descente directe. Mais voilà, Le Havre et Saint-Étienne. Donc, toi, Nico, tu nous l'as un peu dit, mais du coup, ce que j'ai compris, c'est que tu vois Saint-Étienne descendre. Oui, malheureusement, je les vois descendre parce que, comme l'a dit Manu, voilà, ceux qui arrivent à emmener l'équipe bah, vers le haut, tu les comptes sur les doigts d'une main. Et ça joue à la niaque, en fait, mais c'est à peu près tout, quoi. Mais après, voilà, c'est vrai que Horneland, j'ai beaucoup de respect pour son travail. Je pense qu'il a investi, tu vois. Mais bon, il manque le step pour prendre des points, en fait. C'est ça. C'est que il y a trop de. J'ai vu un post d'ailleurs sur X passer. C'est une équipe qui concède énormément d'occasions. Énormément. Donc, tu peux pas, quoi. Même si, voilà, on va dire que c'est possible de ramener des points de la part de Saint-Étienne, tu vois, mais quand tu concèdes autant d'occasions, la probabilité est beaucoup plus faible. Et là, typiquement, si sur les 6 matchs, ils ramènent 3 points, alors que les autres, ils font, par exemple, des matchs nuls, bah, tu perds, tout simplement. C'est c'est mathématique. Donc voilà. Moi, je pense que malheureusement, Saint-Étienne, ouais, ça va être barragiste. Ouais, effectivement. Bon, là, on parle beaucoup du bas de tableau. Angers qui s'incline 1-0 face au PSG. Est-ce qu'il y a forcément besoin de revenir dessus? Je pense pas. Après, on peut aussi parler du coup d'un match qui a fait gros scandale. Reims-Strasbourg, victoire 1-0 des Strasbourgeois, avec un éventuel, voire même un penalty non sifflé à la fin du match contre du coup les Rémois. Qu'est-ce que vous avez à dire vous sur ce match? Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir sur cette faute parce qu'il y a éventuellement et même très logiquement penalty sur Ito ou Nakamura il me semble. Mais Tôt, Strasbourg ouais. qui continue, encore une nouvelle victoire. Certes, c'est peut-être pas la plus belle comme tu as pu le dire toi tout à l'heure Nico, mais c'est une victoire qui compte encore une fois 3 points. Strasbourg impressionnant, surtout quand on rappelle que leur joueur le plus vieux, entre grosses guillemets, c'est leur gardien de but qui a 25 ans. Donc ça, c'est Il me quand même une semble. stat qu'il faut rappeler. Toi, Nico, du coup, c'était toi ou c'était Manu qui les voyait pas dans le top 5 de Ligue 1? Je ne sais plus. Je ne sais plus, pour le coup. Mais Tu as est-ce que des tu as quelques archives petits aussi. mots à nous dire? Non, mais là, c'était tout à l'heure, mais il me semble que c'est Manu qui avait dit que il voyait pas Strasbourg dans le top 5. Mais est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots, Ah toi, sur oui, cette équipe strasbourgeoise? oui, bah, de toute façon, moi non plus, je les attendais pas à ce niveau-là, hein. Pour être totalement honnête, personne, je Surtout vu pense. le début de saison.
Ouais, en plus. Après, écoute, ils nous ont montré, chez eux, que, voilà, c'était, compliqué, de gagner à la Méno. Et puis, à l'extérieur, en fait, ce qui est intéressant de noter pour le RCSA, c'est que c'est une équipe totalement décomplexée. Mm. Ça joue, c'est tout. Voilà, tu vois? C'est une équipe, ballon au centre et c'est parti et tu te prends pas trop la tête. Il y a un coach et il y a un cadre, hein, bien sûr, hein, je dis pas, hein. Mais voilà, tu sens que cette fraîcheur, cette jeunesse, l'insouciance, en fait, qui fait que, ils jouent leur coup à fond et voilà, ils cogitent pas, et ça doit sûrement bien se passer dans le vestiaire de toute façon parce qu'au On voit les final, vidéos de toute façon, hein. Même si les vidéos, c'est pas forcément ouais et représentatif, quand mais tu gagnes, ça se passe bien, en fait. Ils sont sur une série, de victoires impressionnantes. Donc de toute façon, quand ça gagne, bah, le vestiaire est content. Donc il y a pas besoin de voilà, de tirer sur les autres comme on peut voir dans d'autres clubs et cetera. Donc oui, après, ben, si je dois revenir sur, 2 faits d'arbitrage pour moi, c'est celui où, il refuse le but c'était Ito aussi, hein, je crois. Le but d'Ito qui est refusé parce que, il considère qu'il y aurait une main de sa part. Sauf que, bah, il y a déjà une main d'un Strasbourgeois lorsqu'il fait sa première frappe. Donc, c'est assez incompréhensible. Déjà, il m il je me rappelle plus, il a été voir la VAR là-dessus? Non, il a pas été, non. hein, Manu? Donc c'est ça qui est incompréhensible. Tu vas pas voir les images pour ça, tu vas pas voir les images pour ce qui s'est passé à la fin aussi. Donc là, je comprends pas, je suis un peu comme Caillot, je comprends pas à quoi sert la VAR. Tout ça, après, c'est vrai que la VAR, ça, je pense, c'est peut-être le sujet sur lequel on a le plus débattu dans l'émission. Donc, je pense qu'en refaire une 14e là-dessus, ça serait pas trop utile. Toi, Manu, je sais pas si tu as pu voir le match, mais comment tu sens, toi, cette équipe de Strasbourg? Est-ce que c'est plus elle est en train de surperformer ou est-ce que c'est tout simplement juste bah, qu'ils font les résultats qu'on attendait de cette équipe au vu de l'effectif? Bah, moi, je les vois pas top 5 parce que je trouve que ce résultat, il est un petit peu en trompe-l'œil, il est un peu trompeur. Il y a le penalty dont tu as parlé en fin de match, Ilan, sur Ito, mais le premier penalty dont a parlé Nico avec la main de Sylla, c'est de la folie, hein. C'est de l'au-delà, hein, ce qui est pas penalty là-dessus. Puis il y a toujours un Petrovic qui est exceptionnel. Ce match-là, arbitré normalement, bah, Strasbourg ne repart pas avec 3 points. Donc pour moi, c'est un petit peu en trompe-l'œil. Maintenant, ça ne change pas le fait que ça ne change pas que si cette équipe est dans le top 7 aujourd'hui, actuellement quatrième, c'est mérité. Et c'est parce qu'il y a des individualités que je trouve exceptionnelles. Petrovic, évidemment. André Santos, qui est incroyable au milieu de terrain. Et Méga devant, que je trouve absolument incroyable. Tu as une colonne vertébrale, en fait, avec un neuf, un milieu de terrain et un gardien qui sont assez exceptionnels. Et autour, il y a aussi de bonnes individualités avec Bakwa, avec Nanassi, avec Abid Diarra. Il y a beaucoup d'atouts pour être en haut de tableau. Il y a eu un investissement qui fait que c'est pas tellement une surprise que cette équipe soit là. C'est 60 millions rien que sur un mercato, hein. Mais globalement, depuis qu'ils sont là, c'est plus de 110 ou 120 ou 130 millions d'euros mis rien que dans l'effectif. Donc, c'est pas tellement une surprise dans une Ligue 1 qui n'investit pas tellement. Quand tu as un investisseur comme ça, puissant, qui arrive, bah, alors après, il faudra voir si c'est pour du trading ou pas, si les joueurs repartent directement cet été. Il faudra voir ce qui est fait. Mais aujourd'hui, après cette saison-là, enfin après 28 journées, ils méritent d'être dans la course. Moi, je ne les vois toujours pas top 5. Je pense que Lille et Lyon vont finir devant, mais ce n'est pas une garantie, ça va être serré. En tout cas, le fait qu'ils soient à la lutte, c'est logique. Sur ce week-end, ils ont joué à 12, hein. Ils ont joué avec Turpin, honnêtement, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible qu'ils ne suivent pas le premier penalty. Et surtout, à la mi-temps, les arbitres, ils savent qu'ils ont fait une connerie. Donc en fait, tu sais que tu as fait une énorme connerie en première période et tu siffles toujours pas le deuxième penalty en deuxième période sur Ito quand Barco le pousse. C'est illisible l'arbitrage de Turpin. Le fait qu'il n'aille jamais à la VAR sur aucune des situations. En fait, tu t'es dit, il a décidé de pas aller à la VAR, il a décidé de siffler tout en ta faveur de Strasbourg. C'est étonnant, hein. Donc moi, c'est un petit peu trompeur ce résultat, mais
Sinon, j'aime beaucoup cette équipe, j'aime bien le coach. J'aime beaucoup 3 joueurs. Moi, il y a 3 joueurs que je veux absolument, hein. Surtout 2, Petrovic et Mega, mais André Santos, il est monstrueux aussi. Mais ces 3 joueurs-là, c'est phénoménal, hein. Moi, même quand Guessant cartonnait à Nice, moi, j'étais resté focalisé sur Emega à Strasbourg, que je trouve tellement atypique dans un profil individuel qui est rare. Il est imposant physiquement, il est très très grand, mais il a une pointe de vitesse qui est exceptionnelle. Il a une capacité à éliminer. J'ai jamais vu un joueur aussi grand, aussi mobile dernièrement. Franchement, c'est un profil hyper rare et méga. Euh, Là, on l'a pas vu et même quand on le voit pas, eh ben, tu as d'autres individualités qui sont capables de briller. Là, c'est Doucouré qui part de plus bas, mais sinon, tu as un Bakwa qui est intéressant, un Anassi, le Maréchal qui est assez intéressant aussi. Et puis André Santos et Petrovic. Et c'est pour ça que c'est aussi un petit peu trompeur ce match-là, c'est parce que Petrovic a encore été exceptionnel. Et quand tu ajoutes le fait que tu as 2 pénaltys pas sifflés, plus un gardien qui te sort des miracles, t'en sors vraiment. Je sais pas comment tu t'en sors, quoi. Mais bon, pour l'instant, ça continue et pour l'instant, ils sont là et on verra. Mais je suis pas sûr que ça soit comme ça pendant 6 matchs. Notamment face au PSG, si PSG joue vraiment. Et puis d'autres matchs, je suis pas sûr qu'ils soient aussi chanceux face à Monaco, notamment. Mais pour l'instant, ils sont 4e et c'est mérité. Plutôt mérité. Euh, je me serais trompé. Mais aujourd'hui, je ne les vois pas top 5, non. Ouais, c'est vrai que quand on a un nouveau projet qui arrive comme ça avec beaucoup de jeunes, bah, on peut se dire que chaque jeune va vouloir prouver, prouver. En fait, on a l'impression que c'est un effectif où chaque joueur joue pour l'équipe avant de jouer pour lui. Tu vois, c'est quelque chose qui est rare et comme tu le soulignais tout à l'heure, Nico, bah là, c'est une équipe qui est soudée. Comme j'en ai parlé précédemment, bah, il y a les vidéos qui sortent sur les réseaux, etc. Mais même sur le terrain, tout le monde se tire vers le haut et pour moi, à l'heure actuelle, c'est ça qui fait la réussite de Strasbourg. Tout à l'heure, tu parlais de voir Lyon et Lille peut-être passer devant Strasbourg. Et bah, il y a eu un Lyon-Lille, victoire 2-1 des Gones face au LOSC. Toi, Nico, qu'est-ce que tu as à nous dire un peu sur ce match? Et d'ailleurs, Nuama, grosse pensée à lui qui vient de se faire les ligaments croisés. Mmh. Ça a été annoncé hier, Ouais, tout à donc fait, ouais. grosse pensée à lui. Et Lyon qui, pour la plus belle des manières, lui dédie la victoire. Bah, écoute, je vais laisser l'argumentaire de Manu parce que je sais ce qu'il va dire sur le LOSC. Il va parler de Baker, je suppose. Toujours est-il que, ils se sont fait cueillir à froid les Lyonnais. Heu, Au-delà de ça, ils ont fait un match, voilà, on va dire, solide, très solide. Mais c'est toujours la problématique avec le LOSC, c'est que, quand ils marquent un but après, tu vois, il y a plus rien, mais je comprends pas ça. Cet effet, on marque un but et ben, on se recroqueville et on va jouer les contres. Hmm. Ça, j'ai du mal à comprendre. Ils mettent enfin, c'est rare que, tu sais, ils continuent sur l'euphorie pour essayer d'en marquer un deuxième. Ça, je comprends pas. Donc après, ben, voilà, tu as Gerland, tu le public, tu le but, qui arrive, Alors, t'es pour, pas vraiment un les Gerland, Lyonnais, quoi. Alors, il n'y a mais plus grand monde, mais tu étais au Ah Groupama, ouais. pardon, Groupama, pardon, pardon. Moi je suis resté dans les années 90, pardon. t'es un OG, Nico. Hem, ouais, je sais, je suis plus vieux que j'en ai l'air, vous inquiétez pas. Oui, oui, pardon, Groupama évidemment, qu'est-ce que je dis moi? Bref, enfin, toujours est-il qu'ils sont à domicile, c'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr, on a compris, t'inquiète. Et voilà et tu sens que voilà le public, et puis, il y a Cherki qui a bien joué, Miko aussi. Lacazette, qui a manqué des face à face, mais bon, voilà, c'est Laka quoi, donc faut quand même, faire confiance. J'ai trouvé, d'ailleurs, très bon, Almada aussi, pour le coup. J'ai trouvé pas mal, voilà sur, sa volonté de faire mal. Tagliafico aussi, j'ai bien aimé. On sait quel joueur ça peut être. Meilleur latéral de Ligue 1 Heu, selon vous ou pas? Tagliafico. Parce que c'est un débat qui est bien revenu ce non, parce week-end. que pour moi les meilleurs latéraux c'est PSG, sans commune mesure. Ah, je Donc plus latéral gauche du coup, mais c'est qu'il a souvent été comparé bah, avec Nuno Mendes, c'est le Mendes meilleur, et qu'il y a ce débat entre les deux. pour moi, c'est Nuno Mendes qui est meilleur. Ok. Après, Ça voilà, s'entend, hein, après, hein. Tagliafico est bon, je dis pas, mais quand tu as un profil comme ça à la Nuno Mendes qui peut vraiment, déborder, comme si, il était en train de faire cuire,
du couscous, tu vois. Mais franchement, il est trop fort là-dessus, Mendes. Ok. Mais toujours est-il que Lyon a appuyé sur, voilà, a appuyé sur le champignon et fort logiquement, bah, le LOSC a plié en fait. Hmm. Donc est-ce que, voilà, est-ce que c'est mérité? Moi, je pense que oui, forcément, vu le nombre d'occasions créées, en fait et le peu beaucoup trop de déchets, côté du LOSC, en fait, qui font que, c'est pareil, David, enfin, c'est une âme en peine en ce moment parce qu'il est pas trouvé, parce que, heu, parce que tu Est-ce as qu'il n'y a pas la Baker tête qui est ailleurs qui est un aussi? ailier. Vas-y Manu, parle-nous de du LOSC. Bah, c'est pas beau ce qu'il met en place à Lille. C'est vraiment. Mais, mais c'était déjà visible face à Lens. Le problème, c'est qu'il a rien vu, Genesio. Il voit pas qu'il gagne face à Lens parce que Lens est très mauvais. Mais Lyon, c'est un petit peu plus fort que Lens, et ben ça n'a pas suffi, forcément, évidemment. Il faut m'expliquer comment tu peux réussir à faire jouer Mouko, numéro 10, Bakker, ailier droit. Si tu arrives à faire ça, tu es plus fort que Guardiola et tu prends City l'année prochaine, et voilà. C'est pas possible. C'est pas possible, mais il s'en fout totalement, Genesio. Mais moi, j'ai un vrai problème parce que c'était déjà le cas à Rennes où il faisait pas jouer Désiré Doué. Là, il fait pas jouer Boady, il fait pas jouer Angel Gomez, il fait pas jouer Sarawi, il fait pas jouer Fernandez Pardo. À un moment, là, on va pas changer sa vision, sa philosophie, son approche, et donc on se coltine ça, quoi. Mais le problème, c'est que Lille en paye les conséquences aussi, parce que aujourd'hui, c'est plus du tout la belle équipe que c'était l'année dernière avec Fonseca, capable de marquer 3-4 buts par match. Cette année, ils l'ont fait une fois face à Feyenoord. Il s'en fout de ce qui a été fait face à Feyenoord. Pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas ce qu'il a aligné face à Feyenoord? euh, Angel Gomez, Sarawi, Cabella, Haraldson, Bayo, David, tout ça, il s'en fout. Ben voilà, ben aujourd'hui, on se coltine ça, mais on le répète et il aligne chaque semaine. Donc, on va se coltiner ça encore combien de temps? C'est horrible. C'est horrible. Euh, Lille marque sur coup de pied arrêté parce que c'est Hmm. le seul moyen, c'est la seule possibilité pour marquer. Parce que tu ne peux pas marquer autrement que sur coup de pied arrêté. Donc, Diakité marque de la tête sur corner. Et ensuite, bah, tu ne peux plus marquer, sauf si tu as un deuxième corner. Mais quand une équipe elle encaisse un but sur corner, en général, elle resserre le marquage, elle trouve des solutions. Euh, donc Lille n'a plus rien fait après. Et oui, Lyon a réussi à revenir dans le match. Il y a eu un penalty. Il y a un très très bel enchaînement de Cherki. Et au final, ça a suffi sans un grand Lyon. C'est juste que Lille, aujourd'hui, et depuis quelques matchs, bah, c'est pas bon. C'est pas bon. Et moi, j'ai un vrai problème avec l'approche de Genesio. Mais on va me dire, oui, mais Genesio, c'est très fort. Il a battu le Real Madrid. Non, mais c'est vrai. Mais tu joues pas le Real Madrid toutes les semaines. T'as pas besoin de fermer le jeu toutes les semaines en Ligue 1. Alors, et après, il va se dire, oui, mais la victoire contre Lens, vous avez vu, ils m'ont critiqué, c'est perdant là. Ouais, mais d'accord, mais la semaine d'après, tu remets la même chose face à un tout petit peu plus fort et tu perds le match. C'est horrible. Moi, j'ai du mal avec son approche sur les jeunes joueurs. Pourquoi est-ce que Boady, tout le monde voit que c'est un immense talent? C'est pas que moi. Tous les grands clubs sont sur lui. Arsenal, la Première Ligue, tout le monde. Quoi, il aime pas? Désiré Doué, il aimait pas à Rennes. Il préférait Guéladoué. C'est-à-dire que t'as un craint qui préfère son frère. C'est quoi le truc? Là, t'as Boady, tu veux pas le faire jouer, t'aimes pas? Tu veux qu'il parte à Arsenal pour être titulaire? Tu veux quoi? Angel Gomez, on peut dire, oui, mais Angel Gomez, il fait pas les efforts, mais il les faisait parce qu'il s'entendait bien avec Fonseca. Genesio, il en a rien à foutre d'Angel Gomez. Bah, Angel Gomez, il s'en fout aussi. Au final, bah, tu as des trucs hyper restrictifs, hyper vilains, et ils sont septième. C'est un problème. Donc, Genesio, moi, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, honnêtement. Ça plaît pas, ou tout le monde n'est pas d'accord. Bah, pourtant, il a plein de problèmes sur l'approche, sur les jeunes joueurs, sur les jeunes talents. Et voir ce qu'il fait actuellement avec Mouko aussi haut sur le terrain, Bakker, ailier droit, alors que c'est un latéral gauche. Euh, Évidemment que David, il est tout seul devant, il va être trouvé par qui? Les seuls buts qu'ils ont marqués, c'est Mathieu Ryan de Lens qui donne le but à Fernandez Pardo. Il essaie de le dribbler. Il perd le ballon, le gardien, il y a un but pour Lille. Et ce week-end, le but qu'il marque, c'est de la tête sur corner. Tu vas marquer comment? Qui est-ce qui va trouver David? Il n'y a plus Zegrova, il n'y a plus Haraldson,
Il n'y a pas Fernandez Pardo, il n'y a pas Sarawi, il n'y a pas Angel Gomez, il n'y a pas Boadi. C'est quoi? C'est Diakité qui va mettre des transversales de 70 mètres vers David. Tu vas le trouver comment? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et si Lille aujourd'hui est 7ème, c'est normal. C'est normal. Ok, et c'est vrai que là, tu parlais du coup de Lille qui est un peu en décadence. C'est vrai que Monaco a perdu aussi, Nice a perdu aussi. Maintenant, j'ai une question pour vous, et ça fait référence à ce que Habib Beye a dit sur le fait de la supériorité du PSG en Ligue 1. Est-ce que pour vous, c'est le PSG qui surperforme trop par rapport aux autres équipes, ou est-ce que c'est plus de la faute des autres gros clubs de Ligue 1 qui sous-performent? Voilà, par exemple, si on prend le cas de l'OM, c'est que l'OM, hier, j'ai compté sur les victoires qu'ils auraient dû avoir et qu'ils ont perdu, notamment les matchs face à Reims, Angers, etc. Et ben Marseille, ils perdent 19 points. Et c'est pour ça que bah, c'est vrai que la déclaration d'Habib Beye, elle est pas si débile que ça de dire que bah, c'est Mmh. Non, peut-être mais les plus gros clubs qui se ratent plus que le PSG ne réussit trop. Même si là, cette année, Paris est beaucoup trop fort de toute façon, quoi. Mais, Voilà, mais soit. Habibem, moi je l'adore en consultant, j'adore quand il parle de foot, mais je me suis cogné son match ce week-end, j'avais envie de m'ouvrir les veines, hein. Un moment, Habibem, c'est génial quand il est théorique sur le foot, mais j'ai regardé le match de Rennes ce week-end, je voulais me mettre de la javel dans les yeux, hein. Non mais honnêtement, je ne sais pas si on va parler de Rennes au Cerf, mais c'est un scandale ce match-là, hein. Un scandale, j'ai rarement vu un match aussi nul que ça. C'était atroce. Alors Habibem, il dit oui, mais les équipes, elles perdent des points. Mais déjà, toi, essaye de prendre un point à domicile contre Auxerre pour l'année prochaine. Ça peut être utile pour coller le PSG déjà. Et ensuite, le PSG, il est trop fort, tout simplement. Avoir autant de points d'avance, c'est parce que le PSG est invaincu. Il n'y a aucun club en Ligue 1 qui peut être invaincu à part le PSG. Donc oui, ça dépend aussi des autres clubs. Mais si tu fais une bonne saison avec un autre club et que le PSG est invaincu, tu as perdu le titre quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce que toi, tu ne peux pas être invaincu. Donc ça ne dépend pas des autres clubs. Abubé, il est super fort pour des grandes phrases théoriques, mais, mais pour le contenu de son équipe ce week-end, mais à un moment, il faut qu'il l'aurait, il s'assoit, et au lieu de regarder les autres matchs, il regarde le sien. C'est atroce ce qu'il fait avec Rennes. Donc, sur ce qu'il a dit sur le PSG, oui, en soi, oui, il a raison. Tous les autres clubs peuvent faire des meilleures saisons. Monaco peut faire largement une meilleure saison. L'OM peut faire une meilleure saison. Et là, on parle des deuxièmes et troisièmes. Donc évidemment, derrière, ça peut faire des meilleures saisons aussi. Mais même si tu fais une très bonne saison, que tu laisses moins de points en route, que tu gagnes les matchs qu'il faut gagner, si le PSG est aussi fort que cette année, c'est fini d'avance. Donc à un moment, c'est bien beau de dire ah oui, mais derrière, ça doit être plus fort. Oui, déjà derrière, tu dois prendre au minimum un point à domicile contre Auxerre quand tu es Rennes. Mais surtout, si le PSG est aussi fort, bah, c'est perdu d'avance. Toi, Nico, t'en penses quoi? Est-ce que t'es plus du côté d'Habib Beye de dire que c'est entre grosses guillemets de la faute des autres gros clubs? Ou est-ce que pour toi c'est le PSG qui dérègle tout? Parce que c'est vrai que là on parle beaucoup de cette saison-là où le PSG surperforme pour la première fois peut-être depuis même l'époque de Zlatan. Mais c'est vrai on a déjà vu des PSG beaucoup moins forts, notamment l'année où ils font premier mais qui sont qu'à un seul petit point de Lens. Où là derrière, bah, mis à part Lens, t'as eu personne quoi. Donc pour toi c'est quoi ton analyse, toi, sur cette réponse d'Habib Beye? Je suis d'accord sur le fait que, voilà, le PSG, est à son niveau, et que les autres clubs devraient faire mieux, mais je suis plus nuancé. Je suis beaucoup plus, nuancé. Hem, il y a quand même des choses, où, faut se rappeler, d'où vient le PSG, où il était en 2011, et comment est-ce que cette équipe s'est construite, au fil des années, à coup de millions quand même, ça c'est pas anodin. C'est un premier point, qu'il faut quand même garder en tête. Toutes les équipes, les 17 autres équipes de Ligue 1 peuvent pas se permettre ce que fait le PSG, Bah oui, bien sûr. de construire comme ils peuvent le faire à coups de millions, tous les ans. C'est ça aussi un argument, pour, les autres. Alors oui, il y a des surprises. Oui, il y a des Brest, oui, il y a des Lens, il y a des là, on a Strasbourg qui font des surprises, mais il faut quand même, voilà, un minimum de budget, pour pouvoir, prétendre, déjà faire des mercatos solides
et de 2, payer les salaires. Donc à partir de là, il faut que, entre guillemets, tu aies de l'argent, dans tes caisses qui, arrive et non pas que, grâce, à la télé. Les médias, comme DAZN et compagnie, on a vu ce que ça peut donner, il faut essayer autant que possible de ne pas trop en dépendre parce que sinon ça peut faire très mal. Donc le m En fait, le moi, le je le moi business mais tu te rends compte, il dit: «Oui, mais derrière, ça doit faire mieux». Il a pris Rennes, il n'arrive pas à prendre un point à domicile contre Auxerre ouais, mais et dans d'autres matchs, l'idée de dire: «Les autres doivent faire mieux», sachant que toi, tu as une équipe où tu dois être top 8 et que tu mets ça en place, mais c'est non, mais c'est quoi ce concept de dire ça? Alors peut-être qu'il a été interrogé là-dessus, que OK, très bien, mais en fait, le pour moi, concept c'est de déconnecté. mais il faut être complètement fou même. Tu as un club, tu as une équipe, tu dis bah déjà moi je vais essayer moi de prendre des points. Déjà moi j'arrive pas à prendre des points et je vais dire à Marseille et Monaco qu'ils prennent pas assez de points. Mais c'est quoi le concept? Ah, je sais pas, je suis pas, dans la tête de d'Habib, pour, Faudrait qu'on savoir l'appelle, hein. pourquoi est-ce qu'il a pourquoi est-ce qu'il a sorti, cette phrase dans ce contexte-là, je sais pas. Franchement, aucune idée. Moi, je veux juste parler du fameux débat, «Oui, le PSG est trop fort. Oui, le PSG, c'est le Qatar. Oui, le PSG ci, le PSG ça». J'ai eu, pas mal de débats avec, des frérots, qui supportent le PSG, pour savoir que, c'est plus compliqué que ça. Le fait que, il y ait pas de stabilité depuis des années à l'OM, c'est un gros problème. Forcément, tu as plus de problématiques pour, avoir une équipe, qui est compétitive à cause de ça. Si tu changes de coach comme de chemise, forcément ça a un impact. Monaco, on n'arrête pas de le dire tous les ans. Il y a un moment où, il y a un trou d'air. Voilà, donc voilà, à part, où ils gagnent, la saison où, justement ils raflent le titre à la Bah, barbe c'est du leur seule PSG, saison complète sur les dernières années, hein. Et pour moi, c'est ça qui manque à c'est vrai. Monaco, c'est que bah, à chaque année, Monaco, ça joue souvent le top 5, voire le podium. Et à chaque fois, il y a ce trou d'air qui fait que bah, ils sont pas à la lutte pour le titre. Mais leur seule saison complète sur les dernières années, bah, c'est à nous, ils prennent le titre. Et je crois même que à 2 ou 3 journées de la fin, ils étaient déjà champions, tu vois. Bien sûr, donc c'est ce que je dis avec le fait qu'il y a, entre guillemets, «des surprises» et quand je parle de surprises, je parle pas que des petits clubs, en fait. Oui, Parce bah que oui. pour prendre le titre au PSG, bah, c'est une surprise. Parce que de toute façon, on est habitué à ce que ce soit, le PSG qui soit champion. Donc pour moi, le fait que tu rafles, le titre au PSG, c'est une surprise et comment est-ce qu'on fait? Et ben, il faut que entre guillemets, les rouages et ben, tout aille bien et tout aille, dans le bon sens, tout le monde tire dans le bon sens et que, ça marche bien et pardon de le dire, mais il faut aussi que ça aille aussi dans ton sens d'un point de vue arbitrage. Je suis désolé de le dire, mais à un moment donné, c'est quand même incroyable que, on ait, ce gap entre, le PSG et les autres. Pour moi, quand tu regardes les stats, je j'ai du mal à croire que le PSG soit arbitré comme les autres. Il y a cette Après, aura, le en fait. PSG s'est Je quand par même je parle fait pas non, mais je parle pas de, comment dire? De, mince, comment c'est le terme déjà? corruption. Corruption, pardon. Ouais, pardon. Je parle pas de corruption, je parle d'aura. Par Hmm. exemple, c'est admis que, je vais citer le Real, mais ça pourrait être n'importe quel autre grand club, inconsciemment est aidé. Mais c'est inconscient, mais c'est comme ça, en fait, c'est un fait. Donc pour moi, au niveau de la Ligue 1, inconsciemment, bah, les arbitres ont plus tendance à siffler en faveur et si tu mets les décisions qu'a eu, pas que l'OM, hein, on est d'accord pour dire que, l'arbitrage est mauvais pour beaucoup de clubs. Beaucoup de clubs. Mais je trouve que pour le PSG, ça tombe souvent du bon côté. C'est tout ce que je veux dire, hein et donc ça, bah, forcément, c'est quelque chose en plus sur une saison. Parce que au lieu de, par exemple, perdre des points à Lille ou, perdre, des points contre Strasbourg,
ça va du bon côté et donc tu pas dans la même charrette que les autres. Alors encore une fois, je retire pas la saison du PSG. Ils ont, 1000 fois mérité d'être champions. Mais c'est des petits détails, en fait et c'est ça aussi. C'est, bah, l'addition de ces petits détails qui font que tu peux pas lutter, en fait. Parce que, tu es capable de mettre, 90 millions sur un Kolo Muani et te dire: «Bah, de toute façon, c'est pas grave, il va partir». 90 millions quoi. Je veux dire, quel club peut se permettre d'avoir des erreurs de 90 millions? Bah, pas beaucoup, je pense, en Ligue 1. Donc on en est là aussi. C'est-à-dire de prendre en compte la globalité de ce qui se passe au PSG et de se dire: «Comment est-ce que nous, clubs de Ligue 1, on peut concurrencer ça?» Ben, pour le moment, je pense qu'aucune équipe ne peut le faire telle que a la possibilité, la puissance du PSG actuellement, c'est pas possible de concurrencer ça. Ok, bon, en tout cas, merci les gars d'avoir répondu. Manu, tu nous parlais de ce Rennes Auxerre, je sais pas comment on le dit. T'avais envie carrément de te jeter en l'air. Donc vas-y, je te laisse en discuter, mais c'est vrai que Rennes, forcément, que ces derniers temps ça gagne très rarement de la plus belle des manières, quoi. Bah, ça gagne, t'es gentil encore. Depuis que Bay est arrivé, le bilan comptable, il est pas flamboyant, hein. Euh, oui, il y a une victoire contre Angers, mais enfin, c'est pas un miracle de gagner contre Angers. Là, la défaite à domicile contre Auxerre, c'est une catastrophe, le contenu. Quand une équipe en face ferme un petit peu les espaces défensivement, comme l'a fait Auxerre, joue plus bas et ne laisse pas Kalimundo ou Meite ou partir dans le dos dans l'espace, il n'y a plus rien. C'est une équipe qui marche, c'est une équipe qui n'arrive pas à utiliser le ballon. Le schéma, je le trouve atroce, mais lui, il est tellement persuadé que c'est un mix entre Guardiola et Johan Cruyff et Simeone que ça va rester comme ça, parce qu'il est monté de national en Ligue 2 avec ça. Euh, j'ai trouvé ça tellement mauvais. Mais ça fait plusieurs matchs hein, que je trouve que ce que Rennes fait n'est pas bon. Je vous l'avais dit même après le match contre le PSG. C'était un PSG où c'était Oui. l'équipe C, hein. Euh, c'est un PSG qui a affronté Liverpool et qui s'est baladé face à Rennes. C'est pas normal. Pour moi, c'est absolument pas le niveau Ligue 1. Je suis très inquiet si ce contenu-là l'année prochaine. Parce que je m'attendais à ce que ce soit une saison ratée. Pour Rennes, ça arrive. Avec ce contenu-là, c'est la même chose l'année prochaine. Mais à un moment, trois entraîneurs dans la saison, les trois ont le même schéma, trois fois c'est nul, ça interpelle personne. Personne se dit, ah bah, c'est bizarre, peut-être qu'on met pas en place la bonne chose. Et Abibay, même lui, il est arrivé, il s'est dit, mais non, si Stéphane a 5 derrière et si Sampaoli a 5 derrière, c'était nul, c'est parce qu'ils ne sont pas moi. Mais non, avec toi aussi, c'est nul et c'est encore pire même. T'as eu un répondant mental de tes joueurs qui n'en pouvaient plus de Sampaoli, donc tu as pris quelques points pour le maintien, très bien. Mais si c'est ça l'année prochaine, c'est foutu, c'est foutu. C'était atroce. Auxerre n'a fait que défendre, n'a même pas été en danger et a marqué un but sur corner à la 90e. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était atroce comme contenu, comme niveau. Euh, tu sais que tu vas avoir le ballon. Tu joues avec un milieu de terrain. Seko Fofana, Jaoui Sissé. Tu n'as aucun joueur qui est à l'aise dans la conservation et dans la possession du ballon. Alors, 69e minute, déjà 69 minutes de purge où tu mets n'importe qui devant, il s'endort. À la 69e, il se dit ah bah tiens, je vais enlever un attaquant pour ajouter un milieu de terrain. Il s'est jamais dit je vais enlever un défenseur central pour ajouter un milieu de terrain. Non. Mais c'est catastrophique. Et après, il vient en conférence de presse te dire mais l'OM et Monaco doivent faire mieux. Mais si tu mets Rennes, mais Rennes, ils vont finir à 90 points du PSG l'année prochaine avec lui. C'est C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Chapeau à Auxerre, parce que Pellissier, il a compris comment faire mal à des équipes en jouant bas, en mettant des comptes. Il n'y avait même pas à mettre Traoré Junior. Même pas leur meilleur joueur. Et il s'impose un 0 à Rennes facilement, sans jamais être en danger sur un corner. Voilà. Chapeau à Pellissier. Je suis très très inquiet par le niveau de Rennes et d'Abib Bey. Nico, est-ce que tu es d'accord avec ce que Manu vient de dire ou t'es quand même un peu plus confiant pour Rennes la saison prochaine? Autant, autant j'ai trouvé que les premiers matchs de Bay étaient plutôt intéressants, autant là, je suis totalement d'accord avec Manu, enfin, franchement,
depuis, voilà, encore une fois, ils perdent, contre le PSG, c'est pas tout le monde perd contre le PSG, tu vois? Mais la manière aussi. La manière, de perdre comme ça, pareil, tu perds contre Lens, on peut pas dire que Lens, ce soit le grand Lens, hein, depuis qu'ils se sont fait dépouiller. Puis là, rebelote, tu perds contre Auxerre, qui est une bonne équipe, on l'a vu avec l'OM. Mais, voilà, quand tu es Rennes et que, tu fais autant en investissement, d'année en année, en fait, et qu'à chaque fois ça fait pchit, à un moment donné, il va falloir se poser des questions, quoi. Donc je sais pas s'il y a un problème, dans ce club, si c'est l'environnement, qui fait que, mais Le match de, franchement, le match de Reims, le match de Reims aussi, Reims prend un carton rouge à la 5e minute. ouais, 5e minute. Et le match est c'est vrai, atroce. Mais à un moment, je ne sais pas comment c'est possible de refaire toutes les semaines la même c'est chose. vrai. Comment c'est possible? Ouais, ouais, là, c'est quand même compliqué, sur le contenu, tu perds, contre, des équipes normalement, où tu dois quand même avoir, voilà, plus de maîtrise, en fait. Et c'est pas le cas et oui, moi, je suis quand même, ouais, assez, comment dirais-je? Ouais, je suis pas convaincu de ce qui va, se On n'a passer jamais pour vu. Rennes, là. Le problème, c'était censé être Jota. Il est reparti, il cartonne en Écosse. On l'a jamais vu, on ne sait pas pourquoi à Rennes. Tafuruhashi, on ne sait pas pourquoi il est là. Il fait peut-être la promotion de l'Asie, on ne sait pas pourquoi il est là, il joue jamais. Ouais, c'est vrai. Gomez, on ne sait pas pourquoi il est là. Il joue jamais. Altamari, on ne sait pas pourquoi il est venu. Il joue pas. Il est rentré à la 80e minute dans un match nul. Il fait quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand il fait rentrer des joueurs, il fait rentrer un milieu de terrain à la place d'un attaquant à la 69e à 0-0. Mais c'est mais, mais c'est pas professionnel ce qui se passe à Rennes. C'est pas un niveau professionnel. C'est très grave, hein, c'est très grave. Mais j'espère que, il sera pas remercié à l'issue de la saison. Parce que là, si ça continue à dégringoler comme ça va grincer des dents à Rennes, hein. Non, on parlait d'équipe catastrophique. Il y a aussi Montpellier qui s'est, ah, j'ai vu vos têtes, qui a perdu, pardon, face au Havre 2 buts à 0. On savait que Montpellier allait être relégué. Maintenant, on peut dire que c'est officiel parce que, bah voilà, ça a été annoncé un peu, un peu plus tôt dans la soirée, mais Jean-Louis Gasset a été remercié. Jean-Louis Gasset n'est Enfin, actuellement plus l'entraîneur du MHSC. Il avait laissez-le déjà, tranquille. il avait déjà tenté de démissionner il y a de ça quelques semaines, mais refus de la direction Montpellier-Rennes. Cette fois, c'est bon, il est acquitté, il est parti. Benjamin Acquitté. Lecomte après, J'aime Benjamin beaucoup Lecomte ce après terme. le match a simplement dit que c'était fini, qu'il n'y croyait plus, qu'il n'y avait plus rien à faire. Montpellier sera en Ligue 2 la saison prochaine. Je sais pas si quelqu'un veut en parler, mais je pense qu'on en a déjà Ah, assez parlé dans l'émission. merci pour Papy Gasset, de l'avoir remercié parce qu'il a, je crois que là, il a besoin qu'on le laisse tranquille et il mérite, une retraite, comme il se doit. C'est vrai qu'il a vécu 2 grosses saisons quand même. Tu vois, il y a eu le fiasco à la CAN avec la Côte d'Ivoire, lors des phases de poule où il part et qui, derrière la Côte d'Ivoire, va remporter la CAN sans lui. Après, il vient à Marseille dans un bourbier pas possible. Oui, il fait quand même une demi-finale d'Europa League, mais en championnat, ça se passe pas bien. Il annonce sa retraite pour au final remettre le brassard pour aller dans la catastrophe qui est Montpellier. Et malheureusement, bah, pour lui, et je pense qu'en vrai, c'était inévitable, bah, Montpellier est relégué en deuxième division. Est-ce que quelqu'un a peut-être un petit mot, c'est qu'on n'a pas parlé, soit sur Nice-Nantes, soit sur PSG Angers? Peut-être l'un des 2 matchs, c'est vrai que c'est les 2 matchs auxquels on n'a pas parlé. Gasset, moi, j'ai aucun problème avec lui. J'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il a fait. Bien Mais à sûr. partir du moment où tu vois qu'en Côte d'Ivoire, il prend 5-1 à domicile contre la Guinée équatoriale, qui n'est pas un foudre de guerre, ils sont entretués à cette CAN, la Guinée équatoriale. Ils se faisaient des vidéos pour s'insulter pendant la CAN ou juste après, les joueurs entre eux de la Guinée équatoriale. Quand tu sais que tu prends 5-1 à domicile et que derrière, tu prends un Emers Faé qui n'a jamais coaché nulle part et qui gagne la CAN,
là, tu dois voir qu'il y a des signes quand même que ça va pas trop dans la modernité de la vision du coaching de Gasset. Mais bon, il s'était dit que Montpellier, ça pouvait le faire. Au final, c'est pas de sa faute, Montpellier. La Côte d'Ivoire, c'était de sa faute parce qu'il avait pris le projet bien avant, etc. Euh, là, et surtout, la Côte d'Ivoire a gagné dès qu'il est parti. Mais C'est ça qui est fou, hein. là, Montpellier, c'est pas de sa faute. Il est arrivé dans un marasme dès le début. Que ce soit lui ou même un autre, là maintenant, ça sera pareil. J'espère que ça va permettre à Montpellier d'anticiper déjà la Ligue 2 avec le coach de la Ligue 2, avec les joueurs. Tu vois, je comprends pas pourquoi ils mettent pas le centre de formation et qu'ils voient qui peut évoluer en Ligue 2 l'année prochaine. Parce que là, ceux qu'on voit sur le terrain, ils pourront pas rester. De toute façon, ils ont des trop gros salaires, donc le club va devoir les écarter et leur dire soit vous partez, vous trouvez n'importe quel club à n'importe quelle offre, on s'en fout, même gratuit, mais on peut pas assumer vos salaires. Donc pourquoi est-ce qu'ils mettent pas le centre de formation? Je comprends pas. Le club, il est vraiment moyenâgeux à Montpellier dans sa gestion sportive. Donc je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet de la suite, mais on va voir qui ils vont nommer. Là, ça parlait de printemps quand même. Hein. Son l'adjoint de Gasset, qui est, je crois, plus âgé que Gasset encore. Euh, le printemps qui était aussi en Côte d'Ivoire. C'est- Mais ouais, Ah, c'est vrai euh, que c'est catastrophique à tous les étages, hein, que ça soit sportivement ou même plus haut. C'est honnêtement, on aura vécu une bonne. Quand on n'est pas supporter de Montpellier, c'est vrai que du point de vue extérieur, c'était quand même une saison assez drôle, quoi. J'espère qu'ils vont trouver le coach de la Ligue 2, qu'ils vont mettre le centre de formation pour voir qui est prêt pour l'année prochaine. Mm. Et c'est tout ce qui reste à faire, quoi. Mais mm. ça n'a même pas l'air d'être parti pour ça. Ça a l'air d'être parti pour un intérim, on ne sait pas pourquoi, dans quel but. On ne sait pas pourquoi ils mettent les pros, puisque de toute façon, ils ne seront plus là l'année prochaine. C'est illisible, le sport à Montpellier. Ouais, c'est surtout qu'en plus, comme l'avait dit le président de Montpellier, Laurent Nicolin, c'est que bah, même s'ils descendent en Ligue 2, c'est même pas sûr qu'ils jouent en Ligue 2 parce que bah, en fait, les finances du club sont tellement à terre, c'est une catastrophe. On rappelle ils avaient été l'été dernier, il me semble, interdits de recrutement et que là, ils vont descendre. C'est-à-dire que du coup, et bah, tu perds de l'argent, tu perds le CVC, tu perds tout ça. Donc, bah, je serais même pas choqué qu'on assiste à une Bordeaux bis, quoi. Je sais pas si quelqu'un veut réagir, mais c'est vrai que là, Montpellier, pour moi, On sait que, c'est une descente catastrophique, plus que sportive. on sait que le fils Nicolas, il veut vendre, hein, de toute façon. Ça, enfin, Mais il a annoncé que il c'est s'est bon, pas lui, il n'en caché. pouvait plus. Il s'est pas caché. Bon. Et Il a de fait là ça à dans la trouver, restauration. ouais, de là à trouver un repreneur, qui sait? Quand on voit ce qui peut émerger comme projet de sortie de son chapeau. Après Montpellier, c'est une ville étudiante, mais bon, à part ça, voilà, je sais pas. Ouais, Franchement, c'est même pas intéressant parce qu'il me semble que le stade n'est même pas au club, il me semble. Je crois que ça à la appartient à ville, la ville. En ouais, plus, le stade est tellement mal localisé. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais c'est une non, catastrophe. Honnêtement, j'y suis allé. T'as déjà la grande tribune qui avait été faite. C'était pour l'Euro, la Coupe du Monde, je sais plus, qui est tout en vide. C'est une catastrophe. Le stade, il est dégueulasse. La nourriture, je vous le confirme, elle est dégueulasse aussi. Enfin, honnêtement, c'est une intéressant. catastrophe, quoi. Ok, bon bah voilà, ça c'est fait. Je ne sais pas si ça fera une Bordeaux parce qu'il faut quand même être bon hein, dans la connerie pour faire une Bordeaux. Faut pousser le bouton très loin, Maurice. Mais sinon, en Ligue 2, oui, bien sûr. Mais est-ce que ça remontera? Ça, c'est une autre question, par contre. C'est surtout ça, moi, le point d'interrogation. C'est sportivement, est-ce que ça va remonter? Alors là, je ne me mettrai pas mon doigt à couper, en fait. Ok, bon, je pense qu'on peut clôturer tranquillement cette petite page Ligue 1. Tu vois, Nico, je t'avais dit qu'on n'allait pas faire un long sujet sur Marseille-Toulouse, et ben on a réussi à tenir ma promesse. Incroyable. Manu, tu parlais d'un match catastrophique entre Rennes et Auxerre. De l'autre côté de la Manche, on a eu un derby de Manchester. Je pense c'est à peu près comparable. Match nul 0-0 entre Manchester United et Manchester City. Nico, est-ce que tu as pu voir le match et qu'est-ce que t'en as Alors, pensé? j'ai Bon, pas vu. J'ai pas vu, mais alors, qu'est-ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux? ouais, c'est plus Mon ça Dieu, aussi. mon, qu'est-ce que j'ai lu?
soporifique à souhait, dégueulasse, enfin bref, tous les adjectifs, dégueulasses, qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, je n'ai même pas vu les stats, tiens, je vais aller voir Bah, je suis devant du les stats match. là et niveau Ouais, XG, c'est une catastrophe. 0,92 pour United, 0,49 pour Manchester City, 13 tirs pour United, 9 pour City. Enfin bref, honnêtement, il y a eu de quoi se faire chier, quoi. mais attends, comment ça se fait qu'il y a eu aussi peu d'occasions? Et bah, je sais pas, Manu, est-ce que tu as pu voir... Ah voilà, Manu s'est démuté, c'est bon, je le laisse parler. Bah, c'est juste vivement la fin de saison pour City parce que là, c'est vraiment la fin de tout un cycle. T'as De Bruyne qui a annoncé qu'il allait partir. T'as Foden qui est vraiment pas bien cette saison. T'as tout qui fait que cette saison, elle a été ratée. Et il faut qu'une chose, c'est la fin de saison pour City. Je sais pas si ça va se terminer en Ligue des Champions, c'est même pas sûr. Mais en tout cas, cette saison, quoi qu'il arrive, elle est totalement ratée. Et la seule individualité qui est totalement supérieure au reste et qui peut porter cette équipe à Haaland, et il n'est pas là. À partir du moment où Haaland n'est pas là, il n'y a plus rien à espérer du côté de Ah oui, c'est City. vrai, C'est pour j'ai ça, quand il oublié est là, qu'il était blessé. mais oui, mais quand il est là, il fait illusion. Il fait illusion, il permet à cette équipe de marquer 1, 2 buts par match. Mais sans lui, ça n'existe pas. Marmouche a fait un très bon match la semaine d'avant, mais ça ne suffit pas. Il n'y a plus aucun atout de ce qui a fait le grand City. Donc là, ça repart de zéro cet été, avec encore un gros mercato, avec des départs importants, avec un Guardiola qui, je l'espère, sera plus concerné et qui mettra plus d'énergie et plus de temps dans ses mises en place, parce que cette année, il a été totalement distant et un peu perdu. Et puis en face, en face de City, tu as un United, un Manchester qui cette année aussi n'a strictement aucun acquis, n'a strictement aucune certitude dans le jeu, euh, a des joueurs qui ne collent pas à ce que veut Ruben Amorim. Bon, au final, ça pouvait donner quasiment que ça. Un match très moyen, avec deux équipes très moyennes. City va essayer d'accrocher la Ligue des Champions par la Première Ligue, c'est possible. United va essayer d'accrocher la Ligue des Champions par la Ligue Europa, c'est possible aussi. Mais dans ce match-là, ça s'est neutralisé. Ça s'est neutralisé à un niveau assez faible. Et c'est pas une surprise. Haaland aurait pu faire la différence, bah, il n'est pas là. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. City a réussi à tenir défensivement. Et j'ai envie de te dire, c'est une satisfaction parce que vu comment c'est mauvais cette année défensivement, c'est déjà la seule satisfaction. Mais un 0-0 logique et un 0-0 entre deux équipes qui n'ont comme objectif que la fin de saison. Ah, ils sont sixième City là, hein. Ouais, c'est ça, et c'est exactement ce que j'ai dit. À l'heure actuelle, Newcastle est en train de gagner 3 buts à 0 face à Leicester. C'est-à-dire que du coup, Newcastle récupère la 5e place. Et City, à l'heure où on parle, est en Conference League. C'est... C'est serré, c'est serré. Il y a 2 points sur Chelsea seulement, qui est quatrième. Ouais, c'est ça. Mais après, le truc, c'est que Newcastle a un match de moins. Donc, en cas de victoire de Newcastle, il faut dire que le quatrième sera à 56 points. Donc, City est à 52 points. Donc, tu vois, ça fait quand même... Ouais, c'est vrai que c'est une fin de saison... Enfin, une saison Il y a un totale, en fait, City Newcastle, je catastrophique. crois. Il y a un City Newcastle. Ah ouais? Je vais Ah, je regarder. sais... Honnêtement, je te crois. Bah voilà, c'est Euh... Newcastle qui va gagner, Non, hein. non, il n'y a pas de City Newcastle. Il n'y a pas? Non. Ah non, il n'y en a pas. Non, il Ouais, y bah a ils un sont en retard. Newcastle, il y a un Newcastle Chelsea, pardon, il y a un Ah voilà, Arsenal c'est ça. Newcastle. C'est Newcastle-Chelsea. C'est Newcastle-Chelsea et ça peut permettre à City justement de rattraper des points. Mais oui, 4 points de retard, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, après, Ah, qui est vainqueur, hein. Il y a Southampton qui est Oui, mais même si un match officiellement. nul, City récupère 2 points sur les deux clubs dans ce cas-là. Hmm, Ouais, mais c'est ce que je te dis, il faut pas qu'il y ait de victoire. vainqueur, quoi. Bah, s'il y a un vainqueur, tu récupères 3 points sur l'un des deux clubs. Quoi qu'il arrive, c'est bénéfique à City qui a Mais Newcastle-Chelsea. après, City doit gagner son match aussi, tu vois. Oui, c'est Et ça, ça, on c'est sait que ça. Et City, c'est. Ah Après, non, c'est mais dans c'est 5 ou 6 journées, une saison donc totalement il a le ratée. temps encore. C'est une saison totalement ratée. Vivement la fin de saison, ça arrive. Ils ont fait tellement de bonnes. Ils ont fait 4 saisons à un niveau stratosphérique. Oui, Donc c'est sûr. que t'en rates une, ça arrive. Voilà, c'est tous les clubs sauf le Real Madrid ont Oh, ça. Et encore, le Real Madrid va sûrement faire deuxième cette année et c'est raté. Donc c'est montrer le niveau du Real Madrid. Mais tous les clubs ont ça. Et pas tous les clubs ont fait 4 saisons au niveau de City, hein. Donc c'est rien du tout. Les joueurs, il n'y a pas eu un renouvellement de l'effectif. Il y a des joueurs qui ont totalement lâché. Il y a un coach qui a lâché. Ça arrive. Mais oui, ce et puis match-là, United, il n'était pas bon, comme c'est d'hab. clair. Et je viens de voir, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas parlé, je sais pas si tu as prévu, Ilan, mais
il y a la Coupe du monde des clubs. Oh, ouais, j'ai Ça veut pas dire que forcément prévu ils d'en vont parler, moi. finir la PL, ils vont encore devoir jouer des matchs, City. Ouais, mais après, Coupe du Monde des clubs, en fait, c'est ça la question, mais ça, je pense qu'on y reviendra dans une prochaine émission. Mais comment les clubs vont la jouer? Est-ce qu'ils vont la jouer sérieusement? Est-ce que plus comme une compétition amicale? Ouais, ce sera un tout autre sujet. Et aussi, bon, voilà, c'est l'info que je vous donne. Southampton est relégué. Bon, Ok. voilà. Rien Ouais, de. tu peux ajouter Leicester là, qui est en train de perdre 3-0, ouais, tu l'as dit, contre Newcastle. Tu, Ouais. tu peux ajouter Leicester. Et tu peux même ajouter Ipswich. Voilà, Ah oui, qui a Ipswich. 12 Voilà. points quand même. Ipswich qui a 12 points de Wolverhampton. Ouais, donc du côté de la première ligue, les descentes sont déjà claires. Bon, sauf si quelqu'un, il y a aussi Liverpool qui chute face à Ouais. Fulham. Bon, voilà, 11 points d'avance toujours pour les Reds sur les Gunners. Est-ce qu'il y a forcément besoin de revenir sur ça? Je pense pas. Oui, il commence à m'énerver, moi, le monsieur sur le banc de Liverpool, hein. Il commence à m'énerver, hein. Je l'aimais beaucoup. Il commence à m'énerver parce qu'il enchaîne les défaites et il ne change pas ce qu'il met en place. Et moi, ça m'embête un petit peu. Il a perdu face au PSG parce qu'il a été trop rigide dans son approche tactique, même si c'est au tir au but. Il aurait pu gagner ce match avant les tirs au but. Il a perdu la finale de la Cup face à Newcastle parce qu'il est trop rigide de la même manière. Et il perd à Fulham parce qu'il est trop rigide de la même manière. À un moment, être un coach d'un grand club, c'est savoir mettre des petits ingrédients en plus ou en moins pour pouvoir gagner plusieurs compétitions. Aujourd'hui, il n'en est pas capable. Quand tu vois que c'est Alexander Isaac qui lui tue sa finale de Cup face à Newcastle, bah, c'est pas un hasard. Ouais. Euh, quand, quand, quand tu vois que ce week-end, Fulham marque avec un pur numéro 9 et que lui, il fait entrer Darwin Nunez 15 minutes et qu'en plus, il marque quand Darwin Nunez est sur le terrain, tu dis, mais pourquoi il joue pas avant et si ça fonctionne, tu dis, bon, bah très bien, tu vois, tu as raison de ne pas faire jouer Darwin Nunez, mais ça fonctionne pas ton truc. Tu as perdu 2 des 3 trophées que tu jouais. Essaye d'écouter un petit peu, essaye de mettre autre chose. Darwin Nunez, qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas mettre en place autre chose? Donc au final, moi je suis un peu déçu. Oui, ils vont être champions d'Angleterre, évidemment, parce que euh, Arsenal a trop de points de retard et Arsenal n'est pas vraiment un candidat, un Ouais. concurrent très sérieux à la première place, Malheureusement. 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 Même si c'est une très bonne équipe, c'était pas un candidat très sérieux à la première place, Arsenal. Donc Liverpool va être champion. Mais moi, je m'attendais à mieux. Quand tu es engagé sur 3 compétitions, tu as possibilité de les gagner grâce à ton effectif et ce que tu as fait en début de saison, tu faisais confiance à Darwin Nunez, et ben tu perds 2 des 3 à cause de ta rigidité. Ben moi, tu m'énerves un peu, hein. Tu sais, ça me rappelle un peu la fin de l'année dernière avec Jürgen Klopp, quand, quand il était encore dans les trois compétitions, il s'est dit, ouais, il va peut-être faire le triplé, etc. Et qu'au final, il a tout perdu. Il a tout Et, perdu en et, et quelques Jürgen Klopp, semaines. Jürgen Klopp aussi, il était très rigide sur sa vision des 3 devant, sur sa volonté de ne pas faire jouer Darwin Nunez. Moi, je suis désolé, c'est pas satisfaisant. Oui, ça reste un très bon niveau. Attention, on parle pas d'une équipe moyenne, hein. On parle d'un très bon niveau. Mais quand tu peux atteindre le plus haut niveau, ce qu'a fait City, par exemple, avec le treble, avec Haaland, etc., ou ce que fait le Barça cette année avec Lewandowski, et que parce que tu es un peu coincé dans tes idées et que tu penses que tu es le regen de Johan Cruyff, eh ben, ça m'embête un peu que tu perds 2 des 3 trophées. Ça m'embête un peu. Parce que sinon, alors je veux bien, on va me dire, oui, mais si met Darwin Nunez, il l'aime pas, il est pas fiable techniquement, il va perdre le reste de ses cheveux. Non, bah très bien. Mais dans ce cas-là, demande Alexander Isaac, demande Victor Gyökeres, demande Dusan Vlahovic. Arrête de vouloir réinventer le truc, parce qu'au final, tu fais perdre des trophées à ton club. Voilà. Hansi Flick, il a rien réinventé, hein. Hansi Flick, les gens, ils le critiquent, ils disent, oui, mais c'est un Allemand, il va faire de la musculation. Hansi Flick, il a joué avec le Bayern Munich, il a tout gagné. Il est avec Barcelone, il est en train de tout gagner là encore. C'est pas Oui. terminé, mais il est bien parti pour la Liga. Il a gagné 2 matchs en marquant 5 buts à chaque fois au Real Madrid. Il est bien parti en Ligue des Champions. À un moment, c'est pas le fait d'être sexy, de mettre Diogo Jota en pointe. Oh, c'est super sexy. C'est un petit joueur, un petit gabarit qui court partout. Ouais, mais d'accord, mais on s'en fout. À un moment, ce qui est sexy, c'est ce qui fonctionne. Et si ce qui fonctionne, c'est Lewandowski, c'est Haaland, c'est Gyökeres, eh ben, fais en sorte que ça fonctionne. Nico, est-ce que toi, t'as un mot à rajouter après tout ça ou pas? Bah non, hein, j'ai pas grand-chose à rajouter.
Ok, Ah, donc. il a tout dit, Manu. Et j'ai pas parlé de Kane aussi, on peut rajouter Harry Kane qui fait une saison totalement Tout à démentielle, je sais fait. pas si on parlait de la Bundesliga, mais il va de marquer son 34e but, bientôt il va être à 120 buts là-bas, ou je sais pas combien, mais Il est trop fort. T'as vu? Et- Il enchaîne la Bundes, il va te parler. Il va te parler de. Il t'a parlé de flic, il va te parler d'Arabie Saoudite dans 2 secondes, tu vois. Mais ça tombe bien parce qu'on va changer de championnat, on va passer à la Liga. Les trois premiers n'ont pas gagné. C'est honnêtement, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Ah si, l'Atlético a gagné, excusez-moi, 2-1 face à Séville. Mais C'est vrai. l'Atlético m'énerve tellement parce que pour une fois, je sentais qu'il y avait un truc à faire pour eux en Liga avec Griezmann parce qu'il avait déjà gagné il y a 2 3 ans quand il était parti au Barça. Mais putain, qu'est-ce qui m'énerve l'Atlético. Et du coup, le Real qui perd face à Valence et Barcelone qui fait match nul face au Betis. Ouais. Barcelone a maintenant 4 points d'avance sur son compère madrilène. Bon, il y a ce Barça Real Madrid qui arrive d'ici quelques journées. Est-ce que pour vous, la victoire du Barça en Liga est dessinée ou sur un malentendu, il peut se passer que le Real, voire même l'Atlético, même si c'est beaucoup moins probable, remonte? Pour moi, enfin, voilà. C'est un club que je suis. Là, la messe est dite, hein. Quand tu vois les errements défensifs côté Real, ah, mais je vois pas dans quel monde le Real va pouvoir rattraper des points sur le Barça. Parce que même quand ça cale un peu côté Barça, ça perd des points côté Real. Donc, franchement, je vois pas dans quel monde tu arrives à être meilleur que le Barça actuellement, Bah avec après, tous les Gavi, tous les Yamal. Enfin, je vais pas citer tous les top players de cette équipe-là, mais c'est juste incroyable. Après, comme on a dit, tu vois, il y a que, enfin, il y a un seul point. Il y a que 4 points. Le Barça, sans malentendu, ça peut perdre parce que, tu sais, on sait que des fois, notamment face aux bêtises, bah, ça peut perdre des points. Le Real, enfin, Ouais, tu vois, mais en réalité, en fait, si le Real gagne le Classico, tout est relancé, hein. Un point, c'est rien, hein, en réalité. ouais, mais moi j'aimerais bien voir comment ils vont faire pour le gagner ce Classico Ah oui, mais contre ça, ce après, oui, Barça-là. bien sûr, bien sûr. J'aimerais Ça, bien, après, tu vois. et tu sais, sur 90 minutes, tout peut se passer, mais oui, normalement, le Barça devrait Surtout que remettre, là, tu joues Leganés, tu joues, bon, évidemment, il y a la Ligue des Champions, hein, mais je parle juste de la Liga. Tu joues Leganés, tu joues Vigo, tu joues Majorque, et après, tu as la attention, Coupe du Vigo, Roi hein. déjà. Vigo, c'est piège, hein. Ça peut être piège, mais en fait, tu vois bien que s'ils ont envie d'accélérer au Barça, ils sont. C'est, c'est pour moi des matchs où, si évidemment, il n'y a pas il y a pas d'arbitrage douteux, pour moi, ça va être bien plus facile que finalement, ben, ce que tu peux voir côté Real Madrid. Franchement, d'ici à ce que ce soit joué, bah, va falloir y aller, hein, parce que il y a un Real Bilbao, il y a surtout un Retafe Real. Quand tu vois comment ça joue à Retafe, mon pote, s'ils n'ont pas un blessé, Non, mais bah, après, chapeau, Nico, hein. pour te rassurer, la dernière défaite du Barça, c'était le 21 décembre. La Non, dernière défaite, mais toute compétition confondue, c'était face après, à l'Atlético sur le gros Charlotte point à la dernière d'interrogation, minute. ça va être, ben, il physiquement, n'y a que comment les Monaco 2 qui peut battre le équipes. Barça. Il n'y a que Monaco qui peut battre le Oui, Barça. Si c'est pas c'est vrai ça, Monaco, c'est on va vrai, battre le Barça. c'est Ouais. vrai. Et T'es le obligé gros de point la caler celle-là. d'interrogation, bah oui, le gros point d'interrogation, c'est l'aspect physique parce que Ligue des Champions, Bien c'est sûr. tout, tu vois? Mais pour moi, là, tel que on est à ce niveau-là de la saison, heu, quand tu regardes au niveau bah, oui, de ce qui se passe sur le contenu des matchs, ce qui se passe aussi en interne, c'est super important. Je ne sais pas si vous avez vu, mais alors, en ce moment, il Mister, il en prend plein la gueule quand même, hein. Ancelotti, il s'en prend quand même, c'est chaud, hein, là, Même le fils qui est je pense derrière lui, que donc ça veut tout dire, ça, déjà. donc je pense que je sais pas ce qui se passe en interne et dans le vestiaire, mais on doit entendre les murs bouger. Donc
Voilà, moi je ne sais pas, je préfère me fier à ce que je vois sur le terrain, à ce que Oui, bah, oui, je bien sûr. vois au niveau du comportement des joueurs et tout me laisse à penser que, c'est serein côté Barça, c'est une machine et je vois pas dans quel monde le Real, gagne le titre. Manu, j'ai l'impression que tu es assez d'accord avec ce que vient de dire Nico. Oui, oui, et c'est serein, mais c'est serein tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'acquis dans le jeu. Tu sais comment C'est Barcelone va s'aligner sur le terrain, tu sais quels joueurs vont jouer, à quel poste, tu sais que Rafinha ou Ferran Torres vont occuper un couloir, ou alors Ferran Torres va jouer devant si Lewandowski ne joue pas. Tu sais que c'est Daniel Olmo qui va jouer 10, ou alors ça va être Gavi, ou alors Fermin Torres, Fermin Lopez, si Olmo n'est pas là comme c'est le cas en ce moment. Tu sais qu'Yamal va être à droite au Real Madrid. Qui est capable de dire aujourd'hui quelle est l'organisation qui est performante. Un coup, c'est Brahim Diaz à droite, un coup, c'est Jude Bellingham à gauche, un coup, c'est Valverde latéral droit, un coup, c'est Modric en 6, un coup, c'est Modric en 10. Il n'y a aucun acquis et je comprends que ça énerve le Real Madrid parce que c'est pas tellement normal. Alors, il y a le fait aussi que le Real Madrid n'a pas de défense. On l'a vu ce week-end contre Valence. Ils prennent des contres qui sont un peu monumentaux et sur corner, ils ont pris un but aussi. Oui, aujourd'hui, le Barça est supérieur au Real. C'est une certitude. Le fait qu'il y ait 4 points d'avance, c'est normal. Et le problème, c'est qu'il y a 4 points d'avance. Donc on peut se dire, bah voilà, le Real peut gagner le Classico et se rapprocher un point. Mais comme tu l'as dit, Nico, comment c'est possible d'imaginer le Real gagner le Classico aujourd'hui? Ils en ont pris 5 sur les 2 derniers matchs. Là, c'est le match retour, il est à Barcelone. Comment c'est possible d'imaginer ça? Il y a beaucoup plus d'acquis dans le jeu du FC Barcelone que Real Madrid. Donc c'est logique, moi je vois le Barça champion d'Espagne maintenant. J'avais du mal à l'imaginer en début de saison, mais Hansi Flick il fait un boulot tellement monstrueux qu'aujourd'hui le Barça est plus fort. Le Barça est plus fort que le Real aujourd'hui, tout simplement. Mmh, Ça n'empêche pas que le Real a des individualités qui sont de l'au-delà. Hein. Quand tu as bien sûr. Vinicius, Mbappé, Bellingham, ces 3 joueurs-là, c'est dramatique leur niveau tellement ils sont forts, hein, individuellement. Mais le Barça est plus organisé, a une philosophie de jeu, a un schéma tactique, a des joueurs à leur poste. Bah, le Real n'a pas ça. Le Real a juste ces 3 joueurs-là qui souvent font des miracles individuels. Mais en termes d'organisation, de schéma de jeu, le Barça est beaucoup plus fort. En tout cas, est plus fort. Donc c'est logique qu'il y ait 4 points d'avance. Et si le Barça gagne le derby comme c'est possible, enfin le derby, le Classico, c'est pas un derby, mais le Classico, eh ben, ce sera plié. Ce sera plié. Et pour l'instant, on penche plus vers ça que vers une victoire du Real. Hein. La seule, entre guillemets «faiblesse» qu'il y avait au Barça, c'était je suis un peu dur en disant ça, mais c'est un peu vrai quand même, c'est le goal. Maintenant tu as Szczęsny, Mais Chesney, donc il a un excellent niveau maintenant. Donc au final, exactement, c'est pas un problème du tout. exactement. Mais Ter Stegen revient de Tu blessure. Ouais, non, mais pour Donc à l'instant, voir ce que Hansi Flick va Et mettre. ils veulent prolonger Chesney d'une saison en plus. Donc c'est peut-être même pour le faire jouer, hein, tellement il est bon dernièrement. Hein. C'est Dernièrement, sûr. il est excellent. Donc, mais Bien enfin sûr. bon, c'est un bon choix. Quand tu as un excellent Chesney et un Ter Stegen qui est plutôt fiable globalement souvent, c'est un bon choix. Et sinon, il faut leur envoyer Arnaud Tenas. Ils l'ont formé, ils peuvent le récupérer, le gardien Luis Enrique au PSG qui est là, on ne sait pas pourquoi. Il faut le renvoyer à Barcelone. Voilà, il peut envoyer un des deux à Monaco aussi, en prêt. Les deux, tu peux envoyer. Pourquoi un des deux? Les deux pour le prix d'un. Ouais, mais là, je suis en train de regarder la compo, du Barça, mais foi papa, ça fait mal de voir cette compo-là, là. Tu Koundé, Cubarsí, Inigo, Baldé, Pedri, De Jong, Yamal, Gavi, Rafinha, Lewandowski. Si tu as un C'est problème derrière, tu as Roro. Si tu as un problème au milieu de terrain, tu as De Jong. alors Euh, Araujo, je suis pas fan, mais bon, ouais, mais ça passons. reste une dualité intéressante. Il a un peu plus de mal, peut-être, mais de toute façon, tu as Inigo et Cubarsí qui sont très forts. À gauche, tu as un Exactement. joueur comme Baldé qui est monstrueux. Et surtout, tu sais comment tu vas jouer, en fait. Tu le sais déjà. Tu as tellement d'acquis que tu sais comment tu vas jouer. Soit c'est Lewandowski devant, soit c'est Ferran Torres, mais globalement, c'est Lewandowski. Il est 3 buts devant Mbappé au classement du Pichichi. Tu sais que Hmm. tu as Rafinha et Yamal sur les côtés. Tu sais que si tu n'as pas Rafinha, tu as Ferran Torres. Tu sais que tu as Daniel Olmo en 10. Tu sais que tu as De Jong et Pedri. Tu sais que tu as Gavi et Fermin qui peuvent jouer. Tout est clair tactiquement. Tout est clair. Même ce qui pour moi n'était pas clair l'année dernière, c'était Koundé à droite, c'est devenu clair.
Et Mmh. bah, mais il est trop fort. Il est trop fort. Il a rendu cette équipe hyper cohérente. Il y a plus de Sûr. Pedri, ailier gauche. Il y a plus de Baldé qui joue pas. Il y a plus de Rafinha en pointe. Il y a plus rien de truc bizarre qui était fait Ouais. avant. Il a rendu tout ça hyper cohérent. Hansi Flick, il est hyper fort, hein, hyper fort. Il est monstrueux. Ouais, bon les amis, il reste encore un peu plus de 30 ou 35 minutes d'émission. On parlait du Real. Demain, gros choc pour le Real de Madrid qui se déplace à l'Emirates Stadium pour affronter Arsenal et le Bayern de Munich qui reçoit l'Inter de Milan. On va peut-être commencer avec ce Arsenal Real Madrid pour être dans la continuité de ce qu'on dit sur le club madrilène. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui de Arsenal et de Madrid va s'imposer demain soir? Peut-être toi, commencer par toi, Nico. Bah, le problème d'Arsenal, c'est que, ils ont pas de neuf et le problème de Real, c'est qu'ils ont pas de défense. Alors comme ça, hem, écoute, j'aurais tendance à dire que, ça va être, un match, à couteau tiré, où, ça va, à mon sens, plutôt, être, en faveur d'Arsenal, mais, j'ai peur que, match retour, par contre, ce soit une autre paire de manches. Malheureusement, le Real, c'est le Real. Hem, je vois pas, Arsenal passer en fait, dans cette, double confrontation. Donc Mais je peut-être créer vois, l'exploit à l'aller, mais pas en tout cas voilà, au retour. c'est exactement ça, ouais. Après, c'est vrai que, comme tu disais au début, ça me fait penser un peu à ce que Zach Nani, je sais pas si vous voyez qui c'est, avait dit, Oui, que les meilleurs matchs, en fait, c'est entre deux équipes qui défendent très mal. Parce que, bah, du ah coup, bah, forcément, que tu as des buts de partout. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ça demain? Après, le problème, parce que, comme tu as dit, c'est Arsenal et ses offensives, bah, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de Real numéro 9. Enfin, du moins, ils sont tous blessés. Et Donc, Arsenal a perdu Gabriel, surtout défensivement. Ça, c'est un vrai problème exactement. parce qu'il a fait jusqu'en fin de saison et c'était une valeur sûre à côté de Saliba. c'est vrai. C'est plus pareil derrière pour Arsenal. Là, ils ont récupéré Saka. Ouais. Mais Sané ne va pas jouer défenseur central a priori, sinon c'est inquiétant. Non, mais il peut faire l'essuie-glace. Toi, t'en penses quoi, Manu, toi, de ce quart de finale aller entre Arsenal et Madrid? Est-ce que t'es plus du côté Gunners comme les Nico, ou est-ce que tu vois vraiment le Real dès les 90 premières minutes terminer ce match? Ou peut-être un match nul aussi, hein, qui est possible, hein. Non, je pense que le Real va passer sur les 2 matchs. En fait, le seul truc qui me fait dire ça, c'est que le Real, il y a vraiment une version Liga et une version Ligue des Champions. Le Real Ligue des Champions, c'est différent, hein. Même Mmh. sans organisation, même sans acquis dans le jeu, même sans certitude tactique, les mecs, ils se transforment en Ligue des Champions. Vinicius, il devient bizarre. Mbappé, il va devenir bizarre. Bellingham, il va courir des 60 km pour marquer. Euh, Ces joueurs-là, ils deviennent bizarres en Ligue des Champions. Tu as Rodrigo qui est très très bon en Ligue des Champions aussi. Euh, donc moi, je pense que ça va être quand même le Real version Ligue des Champions. Et puis à Arsenal, il manque trop d'atouts. Il manque Gabriel. Il s'est blessé là. C'est trop important. Parce que Arsenal était bon défensivement. Bah là, j'ai un peu plus de doute qu'il soit bon défensivement sans Gabriel. Nicolas dit il n'y a pas d'attaquant. Ça va être Merino. Mais Merino, c'est bien pour marquer contre le fin fond de la première ligue, mais pas contre le Real, a priori. Je serais vraiment très surpris si Arsenal déborde offensivement le Real avec Merino en pointe. Euh, oui, il y a Saka, oui, il y a Trossard, oui, il y a Martinelli, mais le Real a plus d'atouts. Ces joueurs-là, ils sont sympathiques. Et Vinicius, Mbappé, Rodrigo, c'est pas sympathique, c'est très très méchant. Hmm. Donc moi, je pense que le Real est plus fort, le Real Ligue des Champions. Mais ce serait une surprise si Arsenal y arrive. Mais honnêtement, je ne le vois pas. Moi, je vois le Real vraiment supérieur, même limite dès demain au match aller. Ils vont faire mal. Donc, je ne vois pas le Real devoir remonter un score comme ça a pu être le cas à l'ancienne contre City, contre Chelsea. Là, je ne vois pas Arsenal supérieur au point de se rendre à un match aller facile. Je ne vois pas ça. Moi, je vois le Real sur les 2 matchs et sûrement dès demain. Ok, Moi, je voyais ok. plutôt, Vas-y, Nico. j ouais, pour répondre à Manu, moi, je vois plutôt ça des 2 pieds que des 2 mains, mais
Ah, du coup, Bayern Munich, Inter de Milan. Ça sera le match aussi à 21h demain soir, à suivre sur les antennes de Canal+. Je sais pas pourquoi je fais la pub, mais voilà. Beau match, match assez serré, j'ai l'impression sur le papier. Ah, Ils ont choisi ce match-là plutôt que l'autre, ou ils choisissent pas. Pourquoi c'est ce match-là et pas Ah, j'ai Arsenal dit Real? Canal, mais j'ai dit aléatoirement, je te cache pas. Non, les deux matchs sont sur Canal, je crois, hein. Mais mais Canal+, de toute le façon, 4, c'est quel match? il y a le multiview, là, Ouais. je sais pas quoi, là. Tu me poses des Ah non, questions, Manu. ouais, bon, c'est pas grave, on regarde demain. Non, moi je vois Canal Plus Foot pour Arsenal Madrid et pour Bayern Inter, ça c'est Canal Plus Live 2 ou Canal Plus Sport. Ah oui, donc d'accord, voilà, donc il n'y a aucun match sur Canal+. Ils s'en cognent royalement, ils ont mis les deux sur des chaînes annexes, ok, très bien. Ah, mais ça, on le savait déjà qu'ils s'en cognaient, hein. Depuis que La Brune, il leur a fait un gros fuck, on le savait, hein. Et par contre, du Mais coup, ils t'as vont mettre le demain, PSG quand même, ils vont mettre le PSG quand même c'est mercredi, là. ça exactement, t'as PSG Aston Villa qui sera du coup lui sur Canal Plus, mais du coup Bayern Munich Inter de Milan. Nico, je t'écoute pour ton pronostic sur ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Je suis bien embêté. Pour ces matchs-là, Je je suis suis d'accord, c'est vraiment assez très, très compliqué, embêté. c'est très Je suis compliqué à très pronostiquer. embêté. Les deux équipes ont des armes et je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer, pour être totalement honnête avec toi. Et moi, je dirais quand même un petit avantage Bayern, parce que c'est à domicile, comme on a dit tout à l'heure, Harry Kane, et que pour moi, je trouve que cette équipe de l'Inter, offensivement, bon, ça, normalement, ça devrait être Thuram et Lautaro Martinez. Pour moi, c'est Ah, mais peut-être un peu, je suis vraiment pas rassuré par la défense du Bayern, typiquement. oui, oui. Après, c'est vrai que Euh, la défense de l'Inter, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus c'est fiable, ça. quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu deux équipes miroirs, tu vois. Hmm. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à me dire, ça va être une équipe plutôt qu'une autre. Après, sur le côté En- offensif, perso, je vois plus Munich. Mais après, c'est vrai que le milieu de terrain de l'Inter, pour moi, est au-dessus de celui du Bayern. Donc, pour moi, ouais, ce sera un match intéressant. Ouais, pour toi, le milieu, ouais, parce qu'il y a quoi? Parce que t'as Di Marco, et t'as Çalhanoğlu, t'as Fratesi et ce genre de choses, mais enfin, Kimmich, Gnabry, Goretzka, c'est solide aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Mais en Gnabry, fait, c'est pour j'espère qu'il ça va que. pas jouer, Gnabry. T'as dit Normalement, quoi, il va pas Manu? jouer, Gnabry. Normalement, il va pas jouer, Gnabry. Ah bon? Non, ça va être au milieu, tu auras Kimmich, oui, évidemment, soit avec Palinha, soit avec Goretzka. Devant, tu auras Moussiala en 10. À droite, tu auras Olise. À gauche, il va mettre Sané. Et devant, D'accord. Kane. Ok. Bon, Ouais, bah donc je vois écoute, quand on même le verra bien. Bayern un poil plus fort que l'Inter. Et toi, Manu, t'en penses quoi, toi, de ce match? Plus côté. Attends, mais il est blessé, Musiala? Ah, Ah, il s'est blessé ce week-end. Mais oui, il est ils n'ont pas incertain, mais annoncé forfait. c'est pas sûr que ce Il soit s'est pareil. blessé ce week-end, mais ils n'ont pas annoncé forfait. Je sais pas, je crois pas qu'il Est-ce ait que le annoncé forfait. groupe. Alors, je vais juste regarder si le Ah, groupe est pas sorti par hasard. Je crois pas. Bayern Munich. je sais pas s'il va être titu, Musiala, s'il est blessé, hein. Ah, c'est vrai que c'est une interrogation. C'est vrai C'est que c'est une vrai. T'as interrogation. bien fait Si t'as pas de. Moussiala, il peut mettre Muller ou il peut mettre Gnabry, effectivement. En plus, le groupe n'est pas sorti. Donc, On verra ouais, bien, hein, ça mais reste une interrogation, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il s'est blessé ce week-end. Ouais. Moi, je suis très séduit par les individualités du Bayern Munich. J'aime beaucoup tous les joueurs. Je suis beaucoup moins séduit par ce qui est mis en place, même si ça permet de gagner la Bundesliga, même si ça permet d'être qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. Pour moi, en fait, c'est le minimum au Bayern Munich. C'est un club dans lequel tu ne peux pas ne pas être champion de Bundesliga et tu ne peux pas ne pas être en quart de finale de Ligue des Champions. Et le fait que les deux coachs avant n'aient pas réussi, Tuchel et Nagelsmann, pour moi, c'était une anomalie totale et un échec total. Le fait que le Bayern cette année avec compagnie y arrive, c'est juste la norme. Maintenant, ce que j'ai vu du Bayern de compagnie cette année, ça permet cette norme, mais je ne sais pas si ça permet d'aller beaucoup plus haut. Et je n'en suis pas sûr. Et face à une équipe aussi sûre de son schéma que l'Inter, même si ce n'est pas l'équipe la plus séduisante, même si ce n'est pas l'équipe la plus dangereuse sur le papier, il y a tellement d'acquis dans ce qui est fait depuis des années
Et puis, comme l'a dit Ilan, avec un Çalhanoğlu, notamment au milieu de terrain, qui est exceptionnel, un Nicolo Barella qui est exceptionnel. Euh, cette équipe, c'est pas la plus séduisante, cette équipe de l'Inter, mais avec tellement d'acquis dans son jeu qu'elle peut poser des problèmes au Bayern. Donc moi, je préfère le Bayern, je préfère les individualités du Bayern, je préfère la mise en place du Bayern. Mais ce que j'ai vu depuis le début de saison de ce Bayern-là, bah, je ne suis pas tellement rassuré. Je suis pas tellement rassuré. L'Inter peut passer, mais ce serait pas tellement normal. Pour moi, le Bayern doit passer. Je préfère le Bayern, je préfère les joueurs du Bayern, je préfère tout du Bayern, mais je suis pas sûr qu'il passe. C'est très serré, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, Si je dois dire un pronostic, Pour Moussiala, c'est et sans 8 Moussa, semaines, hein. pourquoi pas. 8 semaines de blessure, Moussiala. Donc c'est officiel, ils l'ont annoncé, il n'est pas là. Mais il est pas là, il pourrait revenir en cas de d'éventuelle finale de Ligue des Champions, mais 8 semaines Ah bah oui, d'absence. alors c'est encore beaucoup plus compliqué que prévu. Parce que Moussiala, c'est un joueur tellement important dans le Ouais. lien qu'il fait entre Kimmich et le deuxième milieu de terrain et Kane devant. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ça réduit encore plus les certitudes du Bayern. Ouais, L'Inter a vraiment une vraie chance de se qualifier. Moi, je préfère le Bayern. Mais si je dois donner un pronostic, ce sera le Bayern. Mais ça va être très, très serré. Et l'Inter peut vraiment sortir le Bayern. Surtout quand on sait que le match retour sera au Giuseppe Meazza. Donc Oui. c'est encore des points positifs pour. Je vois vraiment pas comment le Bayern peut écraser ce match. Pour moi, c'est impossible en fait. Qu'il y ait un match où il y a un 3-0, où tu te dis bon bah c'est plié, mais à part catastrophe. Mais je vois pas, je vois un truc hyper serré et à ce jeu-là, bah, l'Inter aura son mot à dire jusqu'à la fin pour sortir le Bayern, quoi. Totalement d'accord. Oh oui. Toi, Nico, Enfin, t'es plus côté Inter. Comme je t'ai dit, pour moi, l'issue est pour moi, l'issue, est vraiment pas claire, du tout, j'attends de voir déjà ce premier match, pour me faire une idée, voilà. Je sais pas, parce que Bayern, c'est un peu comme le Real, tu penses qu'ils seront au fond, mais finalement, ils y arrivent. Donc j'attends. J'attends de voir ce premier match pour me prononcer, définitivement. Ok, bon, c'est fini pour cette première partie de cette Ligue des Champions qui débutera ce mardi. Mercredi, nous avons un PSG Aston Villa avec, pour rappel, Marquinhos qui sera absent pour cause de carton jaune. Normalement, Paris devrait se qualifier, mais attention parce que Aston Villa est très 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 bien en ce moment, notamment avec un Marcos Asensio qui brille tout simplement du côté des Villans. Toi, Nico, pour ce match aller, plus PSG, plus Aston Villa, match serré, PSG qui gagne largement. Oh là, non, déjà, le PSG, je pense pas que le PSG gagne largement. Aston Villa, franchement, je trouve que c'est une très grosse écurie, cette saison en PL. Faut vraiment pas les sous-estimer. D'ailleurs, faut vraiment que les Parisiens prient pour que Asensio marque pas. C'est vraiment. On connaît la Hem, malédiction des Parisiens. ouais, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment que Marquinhos soit pas là, que potentiellement tu vas mettre Beraldo. Ça me fait très peur. Et peut-être ça Hem, le gros point négatif ouais, côté PSG. donc la c'est réponse, ça c'est qui me fait simplement qu'il dire. ne faut pas mettre Beraldo, hein. C'est pas possible de mettre Beraldo. Si c'est Beraldo qui débute, c'est une catastrophe. Ça doit être Lucas Hernandez, hein. On verra ce qu'ils font, mais pour moi, c'est impossible de mettre. Après, Ah, avec Beraldo, Enrique, par je sais exemple, a jamais, fait un hein. gros match hein, face à l'OM, hein, notamment. Après, Oui, c'est vrai que là, mais c'est différent, c'est Aston Villa en face, quoi. c'est Aston Villa et encore une fois, tu te transformes pas en Paolo Maldini tous les jours, quoi. Donc Oui, bien sûr. voilà, il a fait un bon match, c'est bien Beraldo, mais combien il en a fait des bons matchs, Ça se compte sur les doigts d'une main, je bref. pense. Ouais, ouais et d'ailleurs, soit dit en passant, j'espère qu'il avait la tête à ce match-là, mais Pacho, c'était dur ce week-end, hein. Je l'ai pas trouvé serein, hein, Ouais, notamment mais parce que, bon, après. il y a sa faute là, qui est pas sifflée. Hmm. Sur, des ballons anodins, il a fait des erreurs techniques. J'espère qu'il va se réveiller Pacho aussi, hein, parce que waouh, T'espères? c'était dur. Bah T'espères? oui, 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 moi j'espère que, ça soit, un match où, le PSG, s'en sorte.
Ok. Vraiment, ouais, je suis un supporter de l'OM, mais je supporte d'abord les équipes françaises, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me refais pas, hein. J'ai l'impression Tu vas que pas te faire, Manu, il tu te vas pas te croit faire que absolument des pas. amis. Non, mais Quoi? tu vas pas te faire que des amis, hein, parce qu'il y a pas beaucoup de supporters de l'OM qui vont supporter le PSG, hein. Non, mais je supporte pas le PSG. Je supporte les équipes françaises, c'est pas pareil. Oui, donc demain, tu supportes qui? Mercredi. Mercredi, je supporte, l'équipe, française. Qui Allez est? les gars, clippez, clippez, clippez. Là, il y en a pas beaucoup, hein. La plupart à 900 km de là, ils seront devant la télé avec un autre maillot, hein. Ah, honnêtement, je vais vous donner mon point de vue. J'espère vraiment qu'Aston Villa mette au moins 6-0 au PSG. Non, sinon, honnêtement, je pense que le PSG devrait s'en Vous êtes sortir. dur. On a déjà vu Paris s'en sortir face à d'autres équipes anglaises, même si voilà, Liverpool, c'est très compliqué en ce moment, mais voilà, faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais ils ont fait 120 minutes, non, du coup, 90 plus 90, ça fait pas 120. Mais 180 minutes, incroyable, plus les prolongations. Et même face à le match face à City, honnêtement, je crains pas pour le PSG. Je pense que le PSG, alors oui, il y aura certains contres, certaines actions pour Aston Villa, et de là à dire qu'Aston Villa peut disqualifier le PSG, enfin éliminer le PSG, j'y crois absolument pas. Pour moi, le PSG passera, peut-être pas facilement, mais je pense que du moins, il y aura peut-être au moins 2 petits buts d'écart là au match aller face au Parc, enfin au Parc face à Aston Villa. Toi, Manu, je sais pas ce J'aimerais que t'en tel penses. Comment? pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Laisse parler Manu. Allez, Manu, vas-y. Moi, il y a des joueurs qui m'angoissent un peu quand même du côté d'Aston Villa. Il y a Asensio, oui, mais il y a aussi Watkins. Il y a un Morgan Rogers qui est exceptionnel, un super joueur. Ils ont perdu John Duran qui est parti en Arabie Saoudite, mais ils ont un secteur offensif qui est incroyable à Aston Villa quand même, hein. Hmm. Évidemment, Rashford qui reste sur 4 buts sur les derniers matchs. T'as Rashford, t'as Watkins, t'as Asensio, t'as Morgan Rogers. Ça en fait du monde offensivement pour proposer des courses. Ça m'angoisse un peu. Ça m'angoisse un peu aussi le fait que Emery est un coach qui adore laisser le ballon à l'adversaire et faire mal sur des transitions assez rapides. Et il a les joueurs pour, avec le secteur offensif. Maintenant, sur les autres secteurs de jeu, le PSG est largement supérieur au milieu de terrain et j'allais dire défensivement, mais l'absence de Marquinhos, elle pèse un peu quand même. Je suis comme Ilan, moi je vois le PSG passer, mais je suis pas totalement rassuré. Je suis pas totalement rassuré. Ça m'angoisse un peu pour le PSG, mais en fait, tu peux pas avoir éliminé Liverpool pour sortir contre Aston Villa, ça C'est n'a aucun exactement ce que sens. je me dis, ouais. Ça n'a aucun sens. Le problème, c'est que Liverpool était censé avoir des armes offensives qu'ils n'ont pas mis en avant. C'est vrai. Si Aston Villa les met, et ce sera le cas parce qu'ils les mettent tout le temps, même quand ils sont pas bons dans le jeu, il y a toujours des individualités offensives qui fonctionnent, soit Watkins, soit Rashford, soit Asensio, soit Morgan Rogers. Ça m'angoisse un peu. Maintenant, le PSG est super dans le jeu. Le PSG va avoir le ballon, le PSG va avoir la maîtrise. Il y a tout pour que le PSG ait une domination, marque des buts, soit meilleur. Il y a quand même, Après, il y a Manu, quand on même disait un... la même chose, après on disait la même chose la saison dernière, ils sortent, Barça, Oui, oui, et contre ils Liverpool, Oui, mais contre c'est Dortmund. Dortmund. différent, je pense. Contre Dortmund. Et moi-même, je disais la même chose contre Liverpool, mais du côté de Liverpool. Et finalement, c'est le PSG qui est passé. Donc oui, il y a totalement la possibilité qu'il y ait une surprise. C'est ça qui m'angoisse un peu. Moi, je voyais Liverpool passer et c'est le PSG qui est passé. Donc là, je vois le PSG passer, je suis un peu inquiet. Mais non, plus sérieusement, le PSG est supérieur. Le PSG est supérieur dans le jeu. Le PSG veut le ballon. Le PSG va avoir le ballon. Le PSG a un contexte qui fait qu'ils sont favoris, qu'ils sont meilleurs dans tous les secteurs de jeu quasiment. Parce que même offensivement, Aston Villa a beaucoup d'armes, mais le PSG aussi. Le PSG avec Barcola, avec Vara, avec Dembélé, avec Doué, avec Gonzalo Ramos, le PSG aussi. Donc il y a tout pour que le PSG soit supérieur. Mais il reste un petit pourcentage de chance qui est une carotte. Et voilà, c'est la seule angoisse. Mais le PSG est supérieur, comme le disait Ilan. Ok, est-ce que et quelqu'un... Vas-y, Nico. oui, enfin, il faut pas, non plus, sous-estimer, l'impact que peut avoir un joueur comme Dibu Martinez, dans les buts. Ah oui, bah oui, bien sûr. Là pour le coup, voilà, tu veux, tu veux un Oui, mais gardien en qui peut te face, faire péter les plombs, oui, mais en face, tu as le gardien qui a qualifié le PSG au tour d'avant face à Liverpool. Donc t'as pas
t'as pas le néant en face. Quand t'as un Donnarumma qui a sorti Liverpool sur la séance de tir au but, et même dans le match avant ça, t'arrives pas avec un déséquilibre total à ce niveau-là, je trouve. Non, mais ce que je veux dire, c'est, dans la manière que Martinez, il peut te faire décapsuler un match, du voilà, facilement, tu vois? Je sais que c'est des joueurs professionnels en face, mais un Dembélé qui commence à tu vois? Enfin, je sais pas, à voir. C'est Après, comme tu as parfois dit, je il a pense des que attitudes, parfois les Parisiens, ils ont des attitudes, limites. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer sur le terrain, c'est tout. non, comme je disais tout à l'heure, il y a un Real en Liga et un Real en Ligue des Champions. Je pense qu'il y a un Martinez avec l'Argentine et un Martinez avec Aston Villa. Et je pense que le À voir. Martinez d'Aston Villa est peut-être en dessous du Martinez d'Argentine. Mais après, oui, bien Ah bah, sûr, ça se trouve. L'année dernière, les Lillois, ils voulaient le tabasser. Après le Lille, Lille C'est vrai. en Ligue Europa, ils voulaient le tuer, Martinez. Il faisait encore ses danses, il avait sorti deux ou trois pénaltys, je me souviens plus. Ouais, c'était Bah oui, lors des tirs au but, mais après, ce qu'il a raison, tu vois. C'est ça un peu le foot aussi, et ça se perd, j'ai l'impression. Tu sais, le chambrage oui, quand tu gagnes un match. oui, c'est Moi, ça sûr. me dérange pas, honnêtement, c'est le jeu. Ce Oui, qui me bien dérange, sûr. c'est quand tu vois, il va faire chier le tireur. Quand vraiment il se met devant le tireur, il prend le ballon, il lui jette le ballon. Ou alors, tu vois, il fait des trucs qui sont pas autorisés. T'as pas le droit de rentrer en contact avec le tireur, t'as pas le droit de t'approcher de lui. Là, tu vois, l'arbitre, il doit faire quelque chose. Mm. Maintenant qu'il danse après avoir sorti un penalty, je m'en fiche totalement qu'il danse s'il a envie. Mais s'il y a une séance de penalty, ça va, oui, là, ça peut jouer dans la tête parce que lui, c'est un spécialiste. Mais encore une fois, tu arrives avec un Donnarumma qui a sorti Liverpool. Donc, tu vois, tu n'arrives pas avec un désavantage pour moi. Non, je vois pas comment le PSG peut sortir, honnêtement, mais bon, c'est toujours possible. Ok, bon, c'est parfait, on est dans les timings. Il nous reste 15 petites minutes pour parler de ce FC Barcelone-Borussia Dortmund. Je pense que là, on va être tous assez unanimes sur le sujet. Normalement, le Barcelone devrait remporter au moins cet acte aller. Toi, Nico, comment tu le sens? Je pense que toi, Ah bah côté Dortmund, Barcelone. enfin, c'est l'ombre de l'équipe qu'elle était. Là, je veux dire, si on parlait du gap qu'il y a potentiellement entre le Barça et le Real, mais alors entre Barça et le Dortmund, si Dortmund passe là, alors là, c'est fini. Moi, j'arrête le foot, hein. Ah ouais? Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Ou alors, il y a un, je sais pas, il y a du vaudou derrière, je sais pas, mais c'est pas possible. Moi, je vois pas du tout Dortmund gagner à l'aller, gagner au retour, nulle part en fait, je vois Dortmund. Hmm. Non, après, c'est compréhensif avec Dortmund. Après, voilà, on est en Ligue des Champions et c'est un peu le même Ah, sujet même. qu'on disait l'année dernière, mais là, pour moi, il y a un plus gros cap entre, entre Barça et Dortmund que entre Dortmund et le PSG l'année dernière notamment. Tout à fait. Oui, et puis Dortmund est beaucoup moins bien que l'année dernière, hein. Mais aussi, Le, aussi, le- il y a ça qui le joue. Dortmund de cette année, il a pas grand-chose à voir avec le finaliste de l'année dernière, hein. Il n'y a que Au niveau du Guirassy, coach, quoi. ouais, puis au niveau du coach, c'est pas le même. Euh, les deux, ils sont en grande difficulté globalement, même si ça va un petit peu mieux en Bundesliga. Il y a un changement de schéma là dernièrement par Kovac. Non, non, c'est impossible que le Barça ne passe pas. C'est impossible honnêtement. Le Barça, le vrai test, ça va être le tour suivant entre le Bayern et l'Inter Milan. C'est là où on va juger la capacité du Barça à gagner la Ligue des Champions ou pas. Hmm, Mais c'est tout à fait. impossible qu'ils ne gagnent pas Dortmund. Alors s'ils se disent ça, il y a toujours le moyen, hein. Si tu abordes un match comme ça, c'est le meilleur moyen de le perdre, hein. C'est comme toujours. Oui, mais nous, on est des commentateurs chroniqueurs, on n'est Ça, pas sur le c'est terrain. ça, c'est ça. Mais eux, en faisant ce qu'ils ont fait toute la saison, notamment en Ligue des Champions, parce que le match qu'ils perdent à Monaco, ils le perdent uniquement parce qu'ils prennent le carton rouge à la 10e minute. Tout à fait. S'ils font tout ce qu'ils font en Ligue des Champions cette saison, et globalement 80% du temps en Liga aussi, ils vont sortir Dortmund, c'est évident. Il y a beaucoup plus d'individualité, il y a beaucoup plus de certitude dans le jeu. Euh, c'est impossible que Dortmund élimine le Barcelone pour moi. Ok, les amis, est-ce que vous avez peut-être Oui. un dernier petit mot à rajouter ou même un sujet qu'on n'a peut-être pas eu le temps de parler? Bah, moi, je suis pour parler un peu de la Serie A.
Allez, bah vas-y, go parler. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément dans les émissions parce que c'est pas forcément diffusé ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est un championnat qui est assez intéressant avec notamment la lutte entre l'Inter et Naples. Donc vas-y Ouais, Nico, je te ce laisse que en je voulais parler. dire déjà, c'est que 2 matchs de Tudor, ça a fait, une victoire et un match nul. Donc il a fait déjà mieux que, Mota sur, les derniers mois. Et d'ailleurs, excuse-moi, Hem, je te coupe, hein, mais Naples vient de faire match nul face à Bologne, donc l'Inter a 3 points de plus officiellement sur Naples. ouais, effectivement, tu as raison. Tout ça, faisant, que, pour l'instant, on a un classement qui est le suivant: Inter, Napoli, Atalanta, Bologne et la Juve, ensuite la Lazio. C'est Moult dur portes de Milan quand poche, même, hein. Milan, 9e. Milan 9e. Et bon, tu veux qu'on parle du board de Milan parce qu'eux, ils ont fait n'importe quoi pour le coup, mais bon, bref. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais vas-y go si tu Ouais. veux Non, en non, reparler, non, mais c'est vrai que... pas parler de Milan, je vais parler de la Juve. Ouais, bah vas-y, parle-nous de la Juve. Ouais. Je suis un peu dubitatif, comme je l'ai dit, sur, le fait que, on nomme Tudor parce que, tu construis rarement avec il reste, 1 saison maximum, voilà. C'est clair que sur les dernières saisons qu'on a connues de Tudor, c'est 1 saison maximum. Il y a quelques années, à Split, je crois qu'il avait fait 2 ans ou un truc comme ça. Bref, voilà. Tu sais que c'est un coach pour «relancer une équipe» entre guillemets. Je pense que là, il va faire le job, mais je le vois pas continuer ou alors, pas longtemps. Donc ça veut dire que tu vas pas construire quelque chose avec la Juve. C'est dommage. Bon, ils ont essayé avec Mota, ça n'a pas matché. OK, soit. Tu vas repartir là, cet été, avec un nouveau coach, je pense, parce que, si tu dois construire quelque chose, c'est avec un autre coach, d'après moi. S'ils Bah le dans la font pas logique, oui. s'ils le font pas, ça va être problématique parce que si jamais, Tudor fait son marché et que, il est lourdé, voilà, on ne sait pas comment ça peut se passer. Tu entames un cycle, bref, je vais pas faire un dessin. Donc écoute, pour l'instant, c'est 5e, c'est pas 4e pour la Juve, mais ils sont à 1 point de Bologne, donc tout enfin il y a Tout est l'espoir jouable est encore. permis. L'espoir est permis et l'Inter, a priori, voilà, c'est sur, enfin, ouais, encore une fois, point d'interrogation sur, l'aspect physique parce que Ligue des Champions, donc est-ce que l'écart qu'il y a entre le Napoli et l'Inter, fait que, ça peut être compensé, d'une manière ou d'une autre par le Napoli? Je ne sais pas. Je ne sais pas, pour l'instant, j'ai le sentiment que, l'Inter risque de surfer sur, sur le match qu'il va, faire, en Ligue des Champions parce que, bon, on verra encore une fois ce que ça va donner avec, contre le Bayern de Munich, lors du premier match. Mais, voilà, si s'il commence à sortir le Bayern, ben, tu es sur l'euphorie, en fait. Tu es sur l'euphorie et donc, le groupe, encore, une fois, la confiance, c'est important dans le football. S'ils passent ce tour-là contre le Bayern, je pense que, ils vont pas être rattrapés, au niveau de la Serie A, quoi. Ce sera quasiment impossible. Voilà ce que je O- peux dire sur la Serie A de mon côté. Ok, bah en tout cas, merci de ton intervention Tu sur la veux dire, Serie A. quelque C'est chose, assez Manu? cool. C'est bon. Non, je suis d'accord, mais je pense que même sans la Ligue des Champions, l'Inter Ouais, sera pense champion pas le dans tous les facteur cas. X, hein. Parce que c'est un club et un effectif qui est très tourné vers le sérieux, vers ses objectifs. Et la Ligue des Champions, c'est quelque part un bonus, j'ai envie de dire. Eux, leur base et leur quotidien, c'est la Serie A. Et ils arrivent à être sérieux dans les deux compétitions. Je pense qu'ils vont être champions d'Italie parce que je trouve Naples moins fort depuis le début. Euh, mais c'est vrai que l'aspect physique, ça peut compter. Mais une élimination, ça va leur permettre justement d'être focalisés sur la Serie A. Je vois pas comment l'Inter peut passer à côté, mais on verra. Ouais, on fera les comptes à la fin. Exactement. En tout cas, merci les gars d'avoir participé à cette émission-là. Un peu moins de 2 heures d'émission. Voilà, je pense que c'est suffisant pour traiter tous les sujets qu'on avait à traiter. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nico
et à Manu de vous être rendu disponible pour cette émission. La Avec semaine prochaine, plaisir. je suis là. La semaine prochaine, je suis là que si Monaco gagne. Sinon, je ne suis pas là. Ok, donc Manu ne sera pas la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous, on se dit La, à la la semaine semaine prochaine. prochaine, je suis là que si l'OM gagne. Voilà, comme ça. Et s'il y a un match nul, vous venez ou pas? Ouais, ça va. Bon, allez, J'avoue, match merci nul, les... ça va. Ça va, vous signez match nul tous les Ouais, deux? ouais. Bah oui, moi je prends, hein. On est toujours deuxième avec un match nul en théorie. Ça va. Bon, en tout cas, merci l'équipe et nous on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Tchuss!